Je suis un pod. Oui, mais un pod libre. Bonsoir à toutes et à tous, ce soir c'est le 26e live de Culture Background. En fait c'est même pas vraiment le 26e. Voilà. Alors, vous savez, à chaque numéro, j'essaie de trouver quelque chose de marrant sur lequel rigoler pour faire l'introduction. On a eu la mort de Moebius, bon ça c'est difficile de rigoler là-dessus. On a eu les événements de Toulouse, avec les enfants qui se sont fait malheureusement tuer par ce fou maniaque. On a eu la mort du fou maniaque présumé. Enfin, je me vois mal rigoler là-dessus. Par contre, ce sur quoi on peut rigoler, c'est que tout à l'heure, en rentrant de la FNAC, en galérant pour prendre mon RER A, j'ai trouvé un journal qui s'appelle Culture Pop. K-U-L-T-U-R Pop. Et c'était un bimestriel. Et je pense qu'on va leur intenter un procès. Ça me semble tellement... Enfin, voilà, ça me semble évident qu'ils nous ont pompé. Je suis tellement énervé et tellement ZF. S'il te plaît, Swan, envoie le générique. Bonsoir à toutes et à tous, ce soir c'est Culture Breakdown numéro 26, en compagnie de mes compatriotes, mes camarades, mes co-religionnaires, mes camarades, je ne sais pas quoi dire, vous êtes tellement pour moi, tellement pour moi. Comment ça va Mathieu? Ça va bien. Comment ça va Geoffroy? Ça va. Et comment ça va Swan? Ça va. Et moi, votre fidèle serviteur, Xavier, toujours en rendez-vous, toujours au service pour vous mesdames et pour vous messieurs aussi. Quoi de neuf? New Max, Miyazaki, à savoir le 31 mars. 31 mars. A priori, ça sera déjà passé pour ceux qui écoutent. Voilà, exactement. Mais rassurez-vous, il y a une nuit rétro gaming co-organisée par Emo5 et FreePod, avec des tas de choses dans le hall d'entrée et avec comme film The Last Starfighter, Tron et le dernier Wargames. Et ce sera le... Je ne sais plus. Le 28 avril, là, toujours pour 15€. Toujours avec, pour 15€, avec café, toute la nuit. Et viennoiserie. Très bonne, matin. Au petit matin. Et on peut parler de celle d'après. On peut parler, ou je pense qu'on a déjà parlé. Oui, alors on sait pas exactement quand ça sera, mais il y aura une nuit Alien avec Prometheus, Alien et Aliens. Oui, moi aussi je mouille quand j'entends Prometheus, je ne me contrôle plus. Pour moi, ça sera clairement la sortie de l'année. Pour moi, ça sera la sortie de l'année supérieure à Avengers, supérieure à Dark Knight Rises. Il y a The Hobbit, hein. Oui aussi. Oui ça, je pense que ça... les deux. Le nerd de maître. J'en ai rien à foutre, moi, The Hobbit, mais je dois être mais le seul au monde. je sais pas, il y a beaucoup de gens qui aimaient bien Seigneur des Anneaux, qui n'aiment pas trop The Hobbit. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai revu Malcolm X, c'est toujours aussi génial. Par contre, j'ai vu Hunger Games, on en parle tout à l'heure, mais c'est pas terrible. D'ailleurs, au sommaire, on va très vite faire le sommaire. Un dossier, débat, discussion centrée sur The Avengers. Pourquoi? Parce que le film sort bientôt, il me semble. Dans un mois? Oh merde, déjà! Oh la vache. Je pensais pas que ça allait arriver un jour. Et donc du coup on va vous expliquer qui sont les Avengers. Oui, alors plutôt niveau comics, donc on va faire l'historique, les différentes équipes qui ont existé, les différents créateurs qui se sont collés à la tâche. Qui sont les personnages, principaux, leur histoire, c'est ça, chacun, les différentes etc. équipes. C'est Mathieu qui se chargera de diriger le débat et la discussion. Et je rajouterai peut-être un petit mot sur ma rencontre avec Ryan Maynarding, que j'ai rencontré, qui s'occupe du design, du chara-design des costumes sur les films Marvel, dont The Avengers. Est-ce que tu peux répéter son nom? Maynarding, c'est simple, il y a nerd de joli. Tu fais vraiment de belles rencontres. Pas mal. Ensuite, en cinéma, nous parlerons de La Dame en Noir, la dernière production Hammer. Ensuite, nous parlerons de Hunger Games, la dernière adaptation d'un livre pour Midinet. Ensuite, nous parlerons de Bellflower, un premier film radical et génial. Nous parlerons de Suspect X, que je n'ai pas vu, mais c'est le film bizarre asiatique de... Non, c'est juste un film japonais. Très bien, c'est bien ce que je dis. BD, nous parlerons de Bunny Poon Poon, un manga. Voilà, c'est très rare qu'on en fasse. Enfin, pas si rare que ça, au final, on en fait régulièrement, puisque Mathieu ensuite vous parlera aussi de L'Enfant Insecte. Avant, on vous aura parlé de Saga, la dernière création de Brian K. Vaughan. Et de Batman, Albert Victoire, rapidement. Exactement. Nous vous parlerons aussi de Winter Soldier. Et ce sera tout. Et puis des séries, An Idiot Abroad et une chronique rapide de Comic Book Man où je détruirai encore plus la série que ce que j'avais fait il y a quelques semaines. Swan, s'il te plaît, générique.
Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Geoffroy, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, dans les dossiers de Culture Breakdown, nous allons parler d'une des plus grandes équipes de super-héros qui ait jamais existé sur Terre. La Justice League. Non, absolument pas, les Avengers. Les Vengeurs, donc là, à savoir la super team, la super-héros team de chez Marvel. C'est Mathieu qui va... Comment ? Il y a les X-Men. Et il y a les Avengers. Oui, mais là, vraiment, entre toutes les séries, quoi. Parce que même t'as des mutants, t'as des robots, t'as des meufs. C'est une team crossover. Exactement, voilà. c'est tout à fait ça, Geoffroy, vous résumez bien ma pensée. N'est-ce pas ? Vous êtes vraiment trop fort. Je sais. On voit le journaliste. Oh, tu la sens bien ? Ouais. Je sens bien, ouais. Mathieu... Non, il y a peut-être des gens intelligents et intéressants qui écoutent et qui peuvent être choqués. Les pauvres. Les pauvres, je les plains. Mathieu, commencez. Ou qu'est-ce qu'ils font écouter ça ? Enfin bref. Les Avengers. Les Avengers, c'est un joli coup marketing en fait dans l'idée et une super équipe tout à fait logique dans le concept pour ce que ça s'applique au super-héroïque. Les Avengers à la base, c'est une idée qui a été lancée par Stan Lee et dessinée par Jack Kirby. Enfin j'imagine aussi Jack Kirby, autrement dit Dieu. Exactement, ouais, Jack fucking King Kirby. Et c'était d'abord, je pense, pour Stan Lee à l'origine, une belle occasion de relier tous les personnages qu'il avait créés, donc Thor, Iron Man, Ant-Man, The Wasp et Hulk. The Wasp, ce qui est la fourmi, je crois. Non, The Wasp, c'est la guêpe. La guêpe, oui. Et à partir du numéro 4, Captain America. Donc tous ces personnages-là, oui Xavier. À savoir que Captain America, au départ, parce que tu vas le dire plus tard, l'origine de Captain America... Au départ, Captain America n'a pas été vraiment créé par Stan Lee. Mais en fait, ouais. Il avait été créé bien avant, durant la Deuxième Guerre mondiale. Et au final, le personnage même, celui qu'on retrouve après chez Marvel, n'est pas exactement le même. C'est à savoir que la mort de Captain America n'a jamais été expliquée dans les comics d'après-guerre ou d'immédiate après-guerre ou durant la guerre. Le background a été recréé par Stan Lee dans le numéro 4 des Avengers, où il expliquait clairement que Bucky et... Captain America avait été sur la fusée du Baron Zemo et avait explosé en l'air, glace, etc. D'ailleurs, dans une moi, j'avais appris au départ que c'était pas le Baron Zemo, mais en fait le crâne d'œuf, en tout cas crâne en français. rouge. En fait, ça a été non, pas le crâne rouge. C'était repris de nombreuses fois ensuite, mais de manière canon, c'est le Baron Zemo qui lance une fusée. Oui, je pense qu'en façon, on va s'attaquer un peu à l'histoire, l'histoire canon justement de ces personnages-là pour essayer de me comprendre le plus simplement, avec les versions New Avengers et Ultimate de l'univers parallèle. Oui, les versions New Avengers, c'est les mêmes. C'est à peu près. En fait, c'est la continuité. En fait, ce qui se passe dans Avengers pas apparaît de nouveau, mais les circonstances qui amènent à la création des Avengers, c'est-à-dire Loki dans le premier numéro de Avengers. Oui, la première menace, la menace c'est Loki. C'est Loki. Et c'est ce qu'on va retrouver a priori dans le film, oui. Cette menace en fait amène à la création des Avengers, tout simplement parce que tous ces personnages se retrouvent ensemble à lutter contre lui, et ils décident à la fin du numéro, genre ah ouais mais on pourrait faire une équipe ensemble, et genre on pourrait affronter des menaces trop dures pour nous seuls, et fait genre ah ouais on pourrait s'appeler genre un nom flamboyant comme les Avengers, ah ouais ce serait trop cool, ah bon on prend ça, et hop les Avengers. Alors, la première équipe, donc tu l'as déjà dit mais je répète, au départ c'était Thor, Iron Man, Hulk, The Wasp et Ant-Man. Ant-Man qui devient l'homme géant. Alors qui devient Giant Man, oui, très vite. Yellow Jacket aussi, il a été Yellow Jacket. C'est un mec qui est pas très stable. Yellow Jacket, ça vient par la suite. Mais en gros, Ant-Man et Giant Man, parce que c'est le docteur Pym, et il a une gélule, il a créé des gélules qui s'appellent les particules Pym. Les particules Pym. Qui va mettre de rapetisser ou de grandir. Exactement, grandir à la taille d'un géant. Et donc il s'en sert de manière assez répétée. Est-ce que c'est le même Ant-Man que Edgar Wright va faire en film ? Oui, c'est celui-là même, exactement. Enfin, c'est un projet. C'est un projet, ouais, mais qui a l'air quand même d'être sur les bonnes rails, quoi. En fait, lors de l'interview que j'ai fait avec Maynarding avec d'autres blogueurs, il y avait un type qui a posé la question de savoir sur quoi il bossait d'autres. En ce moment. Et bon, il a rien voulu dire autre que le fait qu'il bossait sur Iron Man 3, mais ce qu'on savait déjà, mais il a pas écarté le fait que Ant-Man était dans les possibilités, mais il a rien dit dessus non plus. D'accord. Mais ceci dit, ça a l'air d'être dans les tuyaux en tout cas. Est-ce qu'on sait si Ant-Man et Wasp vont faire partie du film
Ah non, clairement pas, non. Non, pas Ils sont pas en film. Peut-être en caméo à la fin éventuellement, mais j'y crois pas des masses. Donc là, on va avoir seulement l'équipe qui a été, enfin, les membres de l'équipe dont il y a déjà eu des films avant dans le film. Exactement. On l'a déjà vu au départ. Ce qu'il y a au départ dans d'autres films, je veux dire. Dans The Avengers, c'est l'équipe qu'il y a dans The Ultimates. Alors. Oui, mais dans Ultimate justement il y a Wasp et Ant-Man, c'est pour ça que je dis ça. Ah oui c'est vrai, mais par la non c'est vrai dès le départ. Bon bah alors dès le départ, oui dès le départ. En gros dans The Ultimate, voilà. Non mais les Avengers on a bien expliqué ce que c'était. Ensuite passons plutôt aux New Avengers. Qu'est-ce que c'est que les New Avengers? En fait, il y a eu un drame à la fin des années 90-2000, au début des années 2004. Voilà, avec The House of M. C'est ça. Avengers Disassembled. Voilà, ce qui a amené la séparation des Avengers, qui était déjà arrivé il y a d'autres occasions, mais là d'une manière beaucoup plus dramatique. Là c'est dramatique puisque ça, après que la sorcière rouge, donc The Scarlet Witch, ait modifié la réalité. Voilà, et éliminé la plupart de la population mutante. Non, oui, alors ça c'est après, à la fin. En gros, la sorcière rouge c'est la fille de Magneto, et son pouvoir c'est de pouvoir modifier la réalité. Et un jour elle fait un cauchemar. Un peu comme Loki en fait, non? Loki, mais lui, Loki c'est un dieu. Elle c'est une mutante. Et Loki c'est pas exactement la même chose. Lui c'est plus un menteur, il arrive à mentir aux gens et à les manipuler. Oui. Et la sorcière rouge fait un délire total. Et en fait la sorcière rouge elle peut modifier les probabilités. Oui mais même plus que ça, elle peut modifier la réalité au final. Oui voilà, mais c'est ça en fait la conséquence. Et elle remodèle le monde selon ce qu'elle aurait aimé être. Enfin, elle remodèle le monde à son image, selon son idéal, savoir un monde dirigé par les mutants, parce qu'il faut savoir que dans New Mutants, avec Grant Morrison, les mutants ont été réduits de moitié sur Terre. Et là, donc, elle décide de régler les choses et de faire en sorte que les mutants redeviennent l'espèce qu'ils auraient dû être, c'est-à-dire l'espèce dominante sur Terre. Et donc, elle fait en sorte que les mutants reprennent du chat. Bref, tout ça se règle parce que les vieux héros se rappellent ce qu'ils étaient avant. Voilà, il a été modifié. Voilà, et à la fin de l'event, Sorcière Rouge se réveille, se remet de son délire et dit plus jamais de mutants. Voilà, et à ce moment-là, il y a 99% des mutants sur Terre qui perdent leur pouvoir. Donc du coup, ça amène donc une modification de la réalité et aussi la décision des Avengers de se séparer. Décision qui va très vite être corrigée à partir de quelques mois après dans New Avengers. Alors, New Avengers, c'est une série qui a été créée par Brian Michael Bendis et qui était à la base dessinée par David Finch et qui était à la base un sous Silvestri mais qui s'est imposé par la suite comme quelque chose de plus intéressant. Et David Finch, c'est pas non plus un très grand dessinateur. Non, c'est pas un grand dessinateur, mais il est pas mauvais, quoi. Et c'est du bon comics mainstream. Bref, clairement, oui. Dans New Avengers, les circonstances vont se reproduire avec le besoin d'une équipe et Captain America et Iron Man vont profiter des circonstances de cet événement dramatique pour recruter toutes les personnes qui sont présentes à ce moment-là, c'est-à-dire Wolverine, Spider-Man, Sentry, The Sentry et Luke Cage. Luke Cage, il était avant, Cage. Il était déjà avant. C'est qui Luke Cage? C'est Power Man, c'est un black qui a une peau, c'est un gars black. C'est un des premiers héros black d'ailleurs de chez Marvel avec Blade. Et son pouvoir en fait c'est d'avoir indestructible. C'est-à-dire c'était un trafiquant de drogue, il a décidé de se repentir et il a participé à des expériences. Ce serait bien, alors très rapidement parce que je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ont déjà vu les films, mais de rappeler brièvement comment les différents personnages se sont rencontrés, en tout cas dans les comics, et qui sont rapidement aussi. Qui est Captain America, Captain America, c'est un héros de la guerre qui a été retrouvé dans la glace par Namor et qui a été ramené aux États-Unis par Namor. Oui, peut-être par Namor. Oui. Namor, c'est Namor, parce que Namor fait toujours référence à ça. En fait, non, il a d'abord été Namor qui est récupéré. Le roi d'Atlantis. Il a d'abord été récupéré par des Esquimaux. Des Esquimaux, et ensuite. C'est n'importe quoi. Et après, il y a Namor qui débarque, qui fait genre vous prenez une DVD à la con, genre il jette le truc et ça va se retrouver dans l'eau et les Avengers donc qui venaient d'affronter Namor en fait passent et voient passer ce machin là et vont le récupérer comme par hasard. Oh putain, c'est comme par hasard. C'est le principe de base des premiers numéros des Avengers par Stan Lee et Jack Kirby, c'est qu'il y a beaucoup de comme par hasard, mais parce que ça avance très très vite et donc du coup il y a du providentiel tout le temps, mais c'est pas gênant. Les autres alors, Thor, Hulk et Iron Man. Thor, donc c'est le fils d'Odin, c'est l'adaptation dans l'univers Marvel de la divinité nordique. Qui a vraiment existé, hein, oui, voilà, il suit totalement les éléments propres au mythe nordique, avec la différence que quand il arrive sur Terre, parce qu'à la base il est banni sur Terre pour diverses raisons, il va avoir la personnalité d'un être humain qui est en fait un médecin. Un médecin boiteux. Voilà, un médecin, handicapé de manière générale, je sais pas si dire qu'il est juste boiteux. Non, il a un problème aux jambes. Voilà. Il a besoin d'une canne. Voilà.
tout simplement. Et il va trouver donc le marteau de Thor. D'ailleurs, le premier numéro de quand il découvre ce marteau, c'est absolument génial puisqu'il tombe sur le marteau et il y a vraiment marqué dessus en anglais genre quiconque me prendra deviendra la divinité Thor. Alors, oh putain, je le prends et je dis à Thor. C'était fantastique. J'ai une rapide question pour illustrer vos propos. J'ai cherché une photo de New Avenger et le premier truc qu'il me propose, c'est New Avenger Illuminati. Alors c'est une série, c'est quoi? Oui, alors c'était un numéro. Alors c'est un peu compliqué New Avengers Illuminati. C'est un crossover en fait avec Morside, exactement. ouais. Et en fait, en gros, c'est ceux qui décident de l'avenir du monde, à savoir il y a Iron Man, Doctor Strange, Reed Richards, Namor et le Reed Richards et Stark. Iron Man. Oui, voilà, et professeur Xavier. Oui, c'est ce que j'ai dit, professeur X. D'accord. Donc oui, mais ça c'était un truc qui avait été introduit un peu après les bien après la création de New Avengers. C'était pour World War Hulk, ouais, voilà. Principalement. C'était un truc qui avait été censément révélé ou genre oui. C'est nous qui avons décidé de bannir Hulk. Voilà. Pour revenir, c'est un peu compliqué. On a fait Captain America et Thor. Alors il reste Iron Man. Iron Man. Et surtout, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est les deux personnages qu'on a à peine vus dans les films. Alors oui. Qui sont Hawkeye, donc œil de faucon, et la veuve noire. Hawkeye, en fait je peux faire les deux, mais tu m'aideras sûrement Xavier. Hawkeye en fait à la base c'est un méchant d'Iron Man qui était un archer genre très très fort, il a plein de flèches avec des trucs de ouf mais c'est un archer et à la base c'est effectivement un criminel et ensuite il s'est réformé, il a fait partie des Avengers, il a pas dit en fait il fait partie du Shield ou non pas du tout non au départ c'est juste un archer. Les Avengers en fait ne sont pas, à part dans The Ultimates, les Avengers de manière générale ne sont pas affiliés au Shield forcément. Pas du tout même. Le Shield étant les services secrets. Après je parlerai d'Ultimates après de toute façon. Ouais voilà, on va tous en parler. Hein, mais en fait Hawkeye c'est un petit peu un personnage bâtard parce qu'il a eu une seule série à son nom et le seul endroit où il apparaît c'est dans les Avengers. Mais je crois qu'il a dirigé une équipe, il a peut-être dirigé West Coast Avengers qui était une série qui a été lancée dans les années 90 ou 80. Ouais ok. Il a un pouvoir Hawkeye ou non, il est juste très très à l'arc. Et donc la veuve noire est pareil en fait. La veuve noire c'est pareil. Elle a censément je crois pris un produit qui fait que genre elle a pas vieilli depuis la guerre froide, mais à part ça c'est le même produit que Captain America. Non, que le même produit que Nick Fury exactement. La veuve noire, le personnage c'est une espionne russe, c'est bien ça? Oui, c'est la formule de l'infini, c'est ça? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. C'est tellement nanar. C'est une espionne russe et qui a atterri là comment? On sait ou... Je me suis vraiment intéressé au personnage en fait. Ouais, moi non plus, je pourrais pas dire grand chose. Dans Ultimate, elle a un rôle important. Ouais. Parce que voilà. Non, vous ne pouvez pas le dire. Voilà, mais en soi, voilà, c'est une espionne russe et elle est très agile et c'est une espionne. Elle est très 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 jolie, très intelligente physiquement. Voilà. Très intelligente physiquement, ça va super. Comment on appelle ça une intelligence physique? Bref, j'en sais rien. Toujours est-il que voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ces deux personnages. Après tout le monde connaît, c'est le Bruce Banner qui a pris des trucs et des rayons gamma qui devient dingue quand on l'énerve un peu. En voulant protéger un jeune homme en fait qui était sur le territoire de test sur le champ de tir. C'est le Dr Jekyll un peu en fait. En quelque sorte, ouais. Mais alors c'est un personnage qui a connu vraiment des modifications particulièrement ardues et profondes durant toute son histoire. Et actuellement, en fait, Hulk et Bruce Banner sont séparés. C'est deux personnes différentes. Et Bruce Banner veut réintégrer Hulk. Mais à la base, c'était aussi un personnage très important dans les Avengers. Et il était exclu. Voilà, il a toujours été un petit peu entre les deux. Alors, un truc intéressant aussi pour ceux qui veulent avoir un bon résumé de les origines des Avengers, il y a Brian Michael Bendis en fait qui avait écrit une version romancée des origines des Avengers qui était ajouté à la fin des numéros de Avengers pendant une période, de New Avengers pendant une période, et là il vient de sortir en petit recueil à moins de $10 et c'est paraît-il très très cool. Moi je l'avais pas lu mais c'est vraiment sympa. C'est en version romancée. Juste un truc aussi, le dernier dont on n'a pas parlé, c'est Iron Man. Voilà, c'est Tony Stark qui a eu un homme d'affaires alcoolique. Voilà, au départ, il est pas alcoolique. Au départ, il est pas alcoolique. C'est dans les années 80 avec Demon in the Bottle qu'il est clairement montré comme étant alcoolique. Avec la superbe couverture de Demon in the Bottle d'ailleurs. Et les circonstances pas les origines de son pouvoir, mais les circonstances pour lesquelles il a eu besoin de son armure. C'était au Vietnam au départ. Voilà, c'était au Vietnam. Il a reçu un éclat de mine et donc il devait être traité très très vite. Et il était prisonnier des Viet Cong. Et en fait, avec l'aide d'un savant, je sais pas, chinois, je sais pas, vietnamien simplement, il aide en fait à construire une armure. Donc c'est la première armure qu'on voit dans le film. Mais ça faisait partie de tout l'engagement très à gauche de Marvel à cette époque-là. Il prenait vraiment
cause pour des combats avec les X-Men et Luke Cage par exemple, qui était typiquement un héros de la blaxploitation quand on a bien. Oui, c'est clairement. D'ailleurs, je vois pas trop en quoi le fait qu'il soit capturé par c'est-à-dire les que en gros, il justifie pas le combat des. Mais il critique la guerre en disant on peut se faire capturer quand on est là-bas. Ok. Et donc The Ultimates. Alors, The Ultimates, oui. On n'a pas parlé de tout ce qui était Secret Avengers, Excalibur, tout ça. C'est compliqué après, on peut pas tout aborder. Je suis désolé, mais ça fait. Non, j'aurais bien aimé me parler un peu. Aborder encore plus. Donc The Ultimates, donc c'est une série qui a été créée par Mark Millar et qui était signée par Brian Hitch. Et ça a été introduit. Alors déjà le concept de l'univers Ultimate, ça a été lancé au début des années 2000. Fin 90. Fin 90. Ouais. Le Ultimate Spider-Man, le tout premier, c'est 99, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et ça a été lancé parce que, comme beaucoup de monde le dit souvent, il y a beaucoup trop d'années de comics avant, c'est difficile à suivre. Donc ils ont rajeuni la gamme et ils ont créé un nouvel univers. Voilà, ils l'ont mis à une époque contemporaine. Savoir que Wolverine avait participé à la guerre du Golfe par exemple, des choses comme ça. Voilà. Savoir que Spider-Man est web designer pour le journal. Ouais, il est plus photographe. Exactement. Et ils ont donc réintroduit les Avengers sous la forme d'une équipe qui s'appelle The Ultimates. Donc il y a pas mal, c'est très très jouissif. Alors seulement le début quand c'est Mark Millar qui s'en occupe. Oui, voilà, par la suite ça vient vraiment de la merde. Mais je sais plus qui s'occupe des tomes d'après. J'en sais rien, j'ai même pas lu. C'est Jeff Lubb. Jeff Lubb. Jeff Lubb, il est capable du meilleur, mais aussi comme du pire. En ce moment, c'est pas terrible. On reparlera de Jeff Lubb tout à l'heure. Ouais, exactement. Mais donc The Ultimates, ça reprend. Donc si vous avez vu les films, en fait, il y a beaucoup d'emprunts dans les films. A priori, de toute façon, ça va être calqué sur The Ultimates. Il y a juste un point Samuel Jackson là-dessus, Samuel L. Jackson. Alors je peux le raconter. Oui, totalement. Il y a une réplique qui est géniale dans la BD justement. Oui, exact. C'est que on voit que le personnage de Nick Fury, donc qui est le chef du Shield dans la BD, est calqué et dessiné d'après les traits de Samuel L. Jackson. Et il y a une discussion entre les différents héros. Et la discussion, c'est s'il devait y avoir un film sur nous, à votre avis, qui nous incarnerait. Et Nick Fury répond, moi, de toute façon, ça peut être que Samuel L. Jackson. Et effectivement, dans les films qu'on suivait derrière, c'est Samuel L. Jackson. Quand on regarde dans les comics, il ressemble vraiment. Mais c'est fait d'après photo, hein. Il y a beaucoup de ce genre. Hein. Et d'ailleurs, ils ont fait une version, enfin, il est noir, Nick Fury, dans les Ultimates, alors qu'il est blanc normalement. Mais non, mais ça, je veux dire, c'est pas vraiment un gros problème. Non, mais c'est pour montrer un peu les différences qu'il peut y avoir. Parce qu'au départ, c'est principalement un soldat, et des soldats noirs, il y en a eu, donc pourquoi pas. C'est vrai que The Ultimates ne change pas vraiment grand chose par rapport au principe même des personnages. Parce que le personnage reste le même. Voilà, mais il réactualise le mythe et il donne lieu à de nouvelles histoires qui sont pour la plupart quand même pas mal. Le tout début d'ailleurs. Après, ça se part vraiment en couille quand on apprend qu'il y a une ligue des Ultimates d'Orient qui sont musulmans islamistes. Ah, ça j'ai pas lu. Ouais, enfin, c'est Ultimate X-Men, les débuts, paraît que c'est très très cool. Même tout Ultimate Spider-Man, ça a toujours été scénarisé par Brian Michael Bendis, même encore maintenant, ils ont son numéro 150, c'est toujours lui. Donc il y a vraiment une cohérence Et ça fait beaucoup de numéros, est-ce qu'il faudrait pas lancer un Ultimate Spider-Man? Je sais pas. Non, mais ils ont d'ailleurs changé la formule avec le nouveau comment il s'appelle le nouveau Spider-Man qui est haïtien, j'ai oublié, Rax Morales, un truc comme ça. Rax Morales, c'est un dessinateur. C'est ça, c'est ce que je suis en train de me dire. Non, il est pas haïtien, je crois qu'il est mexicain. Enfin, non, il est pas mexicain. Il est pas latino. Il doit être latino, quelque chose comme ça. Il est latino, ouais. Mais toujours est-il que The Ultimates, donc c'est une réappropriation avec un Captain America qui a vraiment vécu dans les années 40, donc qui fait preuve il est beaucoup plus réac que celui de la Terre 616 de l'univers normal. D'ailleurs, le Captain America de New Avengers et des Avengers d'origine est finalement plus en phase avec son époque. Il y a une des principales différences, c'est que par exemple, le Captain America de la Terre 616, il t'arrive pas de l'éloge sur la France, parfois il fait des monologues sur Leclerc, De Gaulle. Et après, quand c'est Mark Millar qui s'en occupe, j'ai envie parfois de déchirer ce que je lis. Parce que ceci dit, le coup sur De Gaulle, et ça doit surtout être Brubaker dans les derniers numéros de Captain America. Une autre grosse différence aussi, c'est le personnage de Thor. Thor qui, au tout début d'Ultimates, est un espèce de hippie altermondialiste qui va absolument pas se battre, qui est totalement antimilitariste. Et les autres doivent aller le convaincre. Il a
si, il a des pouvoirs. Alors, au départ, il a des pouvoirs, mais personne ne le croit. Et en fait, c'est les autres qui doivent essayer d'aller le convaincre de le récupérer. Assez intéressant. Dans Ultimate, ça a été le personnage introduit comme ça, et on n'explique pas les raisons. Oui, pour et lesquelles... ils ont sorti Ultimate Store bien plus tard. Voilà, qui a été écrit par Jonathan Hickman et qui donne toutes les origines avant The Ultimate. Que t'as chroniqué, je crois d'ailleurs. Ouais, et c'était très très cool. Je recommande vraiment. Bah, vous tapez Ultimate Thor dans la barre de recherche de Culture Breakdown et vous retrouverez. Exactement, merci Geoffroy. Et ensuite Iron Man, donc par contre qui change pas des masses par rapport. Qui a une tumeur au cerveau. Ouais, voilà, mais c'est tout. Et sinon, qui d'autre? Hulk, non, la même chose. Il est peut-être un petit peu plus dérangé. C'est pas tant qu'il est plus dérangé, c'est qu'au début d'Ultimate, Hulk il est coincé et les autres veulent pas le faire sortir parce qu'ils savent qu'il est fou allié. Et c'est parce qu'il va réussir à s'échapper qu'il va passer le premier événement et la première action dans Ultimate. Une des grosses différences entre les Avengers et les Ultimates, c'est que dans les Avengers, il y a quasiment jamais personne qui meurt. Alors que dans les Ultimates, il y a toujours des tonnes de morts à chaque fois qu'il se passe un truc. Oui, alors c'est d'ailleurs un truc qui était intéressant à pointer du doigt justement dans l'univers dans l'interview que j'ai faite avec Manderling, c'est que lui il a bossé aussi sur Watchmen. D'accord. Et oui. Watchmen, il faisait la comparaison très justement entre Avengers et Watchmen, c'est que Watchmen, l'univers des Watchmen, alors que Avengers c'est un univers qui est assez positif et qui mérite d'être défendu. Dans Watchmen, c'est un petit peu genre, mais pourquoi vous faites tant d'efforts pour défendre cet univers où il n'y a plus d'espoir? Les Avengers de l'univers tel qu'il est décrit, je pense, dans le film, puisque voilà, lui il l'a vu le film, du coup il a bossé dessus. C'est comme dans l'univers Marvel classique, c'est beaucoup plus positif, c'est-à-dire que effectivement on bousille des menaces, et c'est un des éléments qui peut être intéressant à amener par rapport, là, une comparaison avec une autre série totalement différente de l'univers Marvel, c'est-à-dire The Authority, c'est que dans l'univers Marvel, The Avengers n'affrontent jamais des dictateurs. Et ben c'est ce qui change avec The Ultimate, justement. Voilà, et dans The Ultimate, ils vont avoir ce genre de choses, et dans The Authority, sous Mark Millar d'ailleurs, comme par hasard, hein, ils allaient foutre Saddam dans un volcan, enfin dans un puits de pétrole en fait enflammé. Alors, une autre grosse différence aussi, et c'est vraiment quelque chose qu'on risque de remarquer en voyant le film, c'est que Ultimate, donc sur lequel est basé le film, les personnages ont tous vraiment ils ont tous une personnalité très forte, ils ont beaucoup de mal à s'entendre, et c'est finalement Nick Fury qui va réussir un peu à aller dans Ultimate, pas dans ce qui me fait peur, et c'est Nick Fury qui va chapeauter le tout et qui va devenir le chef, comme on le voit dans les films. En tout cas, ce qu'on voyait en post-générique systématiquement, c'est Nick Fury qui va les récupérer, qui les aide, qui va a priori les aider à s'entendre, et on voit dans la bande-annonce de Avengers que ça va être le bordel entre eux, et c'est un truc qui est attendu chez Joss Whedon. C'est ce qui me fait peur. Mais c'est là où il est bon, Joss Whedon. Ouais, mais j'ai l'impression que ça va être un Iron Man 3, ça me fait très très peur. Ça va être que pour Iron Man, ça va être très très dur à supporter. Enfin, je pense que le film, j'attends pas du tout le film. Moi, je suis très 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 méfiant. Ça valait bien le coup qu'on fasse un dossier là-dessus. Non, parce que j'aime beaucoup les Avengers, même si je préfère la Ligue des Justiciers quelque part. Mais les Avengers sont très cool. Moi, j'aurais bien voulu parler un petit peu des Secret Avengers, mais malheureusement, je pense qu'on peut pas le faire. Alors, on va peut-être finir un petit peu sur ça, justement. Déjà, on va passer sur ce que t'en penses, toi, Geoffroy, de ce que t'attends du film Avengers. Ce que j'attends, c'est ça, c'est vraiment une confrontation de plein de super-héros entre eux plus que contre Loki, parce que Loki, j'en ai peur, rien à foutre. Et j'attends de voir comment ils vont réussir à gérer les affrontements, s'il va y avoir un combat entre Thor et Captain America, ou entre Iron Man et Captain America, une baston entre les deux. Enfin, moi, c'est ça, et c'est voir un peu la psychologie des personnages, qu'est-ce qui peut les pousser à des personnages avec des psychologies, des personnalités vraiment aussi marquées, aussi différentes, à s'entendre. Personnellement, de The Avengers, ça rejoint effectivement ce que tu dis, Geoffroy, c'est-à-dire que personnellement, j'attends vraiment qu'il y ait du gros boom boom, parce que en même temps, ça va pas être laisse entendre. Mais je vois percer un petit peu dans les images de l'interaction entre les personnages qui a l'air plutôt bien fait. En fait, moi, ce que j'aimerais bien, dans l'absolu, ce serait faire en sorte que l'adaptation par Joss Whedon en fait ressemble à ce que fait Brian Michael Bendis sur New Avengers, c'est-à-dire des actions éloquentes avec les personnages qui font des trucs complètement dingues, et beaucoup d'interactions entre eux et des dialogues bien menés. Et si Joss Whedon me fait des bons dialogues avec des bons échanges avec du gros boom boom, ça me suffira, parce que j'attends rien d'autre d'un film à grand spectacle de ce genre avec un budget pareil
tant que les personnages sont intéressants, sont propres, sont respectés par rapport à l'univers d'origine et à leur personnalité, qu'on me raconte une histoire originale qui a l'air quand même assez proche de nombreuses choses qui ont pu être vues dans les comics, bah moi ça me suffira. J'en attends pas tant que ça, mais je pense que je passerai un bon moment. Moi j'en entends pas grand chose. C'est Prometheus qui me fait envie. Alors, monomaniaque. Je suis monomaniaque. Non, clairement ça peut être marrant, mais les bandes annonces me fait vraiment peur avec du Nine Inch Nails pourri. Quand tu parles de bandes annonces, tu parles de Captain America. Des trailers de. Ça existe du Nine Inch Nails pourri. Là pour le coup, ouais. Salaud. Puis ils ont mis le budget niveau. We're in this together. Non, merci. Niveau bande annonce. Déchire cette chanson, putain. Ouais, mais pas sur ça, ça fait très bizarre. Niveau bande annonce, ils ont quand même mis le budget. Ils ont fait 5 films de 2 heures. Qui servent de bande-annonce. Ouais, c'est pas mal. Ouais, bah d'accord, j'ai compris ce que tu voulais me dire. Petite vanne, tout ça. T'as dû la répéter, c'est pas très. Ça veut dire qu'elle était mauvaise. Ouais. Non, moi je sais pas trop. Merde. Captain America c'était un film génial, t'aurais été vraiment pas terrible. Iron Man 2 était vraiment mauvais. Iron Man 1 était bien. Je sais pas trop. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Vraiment, Joss Whedon il fait du bon comme du pas bon. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui risque de me frapper dans les couilles en m'entendant dire ça, mais je n'ai rien à faire. Moi, Joss Whedon, je suis pas non plus un fanatique. Ça me fait très très peur. Voilà. Bref. J'ai chaud des crânes froides. D'accord, mais toujours est-il qu'en revenant un petit peu aux comics vite fait, donc il y a une nouvelle série qui vient de sortir qui s'appelle Avengers Assemble. Et qui est très mauvaise. Non, c'est tout à fait lisible. C'est très mauvais. Moi je trouvais ça tout à fait lisible. Vraiment pas bon. Vraiment sympa, mais c'est pas après, bon. C'est clairement pour moi le genre de série qui va être sympa à lire en recueil. Mais là, à la fin j'ai cru que t'allais dire aux toilettes. C'était bon, ça finissait un peu comme ça et on attend vraiment quelque chose qui se passe après parce que ça se finit pas vraiment. Ouais. Pareil, voilà. Ils sortent des préludes chez Marvel, Nick Fury's Journey, trucs comme ça. Et il y a aussi, donc tu parlais un petit peu de Dark Avengers, Secret Avengers. Dark Avengers, c'est le pendant. Enfin, il faut savoir que c'est lié à des événements récents aussi. Oui, c'est lié à des événements récents. Harry Osborn à un moment a pris le contrôle du Shield. Harry Osborn, donc le bouffon vert, le grand méchant de l'univers. Donc pas Ozzy Osbourne. Hein. Il a créé sa propre team d'Avengers avec Venom dans le rôle de Spider-Man, Bullseye dans le rôle de Hawkeye, des choses comme ça, et en gros ils font la terreur. Et puis il y a les Secret Avengers qui sont une équipe secrète qui actuellement est constituée du Fauve, donc The Beast, Venom, Captain Britain et la Veuve Noire, il me semble. Qui a fait, quel personnage important de Marvel a fait partie des Avengers au caméo? Il n'y a pas eu Daredevil n'a pas fait partie des Avengers? Non, jamais. Il fait partie des Avengers maintenant. En fait, il y a Tornade, il y a Spider-Man. Il y a pas mal de gens en fait qui ont leur carte en fait. Comme C'était un truc des années 90, c'est que l'équipe bougeait énormément et donc du coup on voyait les types avec leur carte et ils avaient tous une carte des Avengers pratiquement, à part des mecs incontrôlables comme le Punisher. Il y a Hercule qui a été dedans, il y a Wonder Man. Il n'y a pas Tony. L'homme en flamme, j'ai oublié son nom. Johnny Storm. Non, Johnny Storm. Enfin, les Fantastiques, ils n'ont jamais vraiment été dans les. Ils ont fait. Il y a eu des Avengers vs Fantastic Four. D'ailleurs, comme il y a Avengers versus X-Men. Ouais, alors là, alors très rapidement, parce que là, il faut vraiment clairement, on va conclure sur ça. En gros, là, il y a un nouvel événement qui va commencer et ça va et c'est les Avengers qui vont se confronter aux X-Men parce que il y a le Phénix qui revient et c'est le Phénix. Le Phénix, la force cosmique qui a détruit Jean Grey. Donc la femme de Scott Summers. Et en gros, clairement, là, ils savent très bien que c'est Hope Summers qui est la fille adoptive de Cable. Qui est celle visée par le Phénix. Alors les mutants, à savoir Cyclope, qui devient un peu un Malcolm X de plus en plus, mais vraiment clairement, décide que lui, il pense que le Phénix pourrait aider à repeupler la Terre en mutants et à redonner aux mutants leur pouvoir, tandis que les Avengers disent non, le Phénix va détruire la Terre, on peut pas laisser faire ça. Et Wolverine dans tout ça. Et Wolverine, et ben voilà justement, t'as The Beast par exemple, t'as Psylocke qui font partie plus ou moins des Avengers, qui vont devoir, et Tornade aussi. Et Wolverine parce que on rappelle rapidement les X-Men se sont séparés et donc là en gros il y a plusieurs mutants qui vont devoir faire des choix difficiles, mais clairement on sait que The Beast ça va être un Civil War bis. Non, pas vraiment, parce je pense que ils ont l'air de le décrire dans leur passage sur les médias comme étant quelque chose qui avec beaucoup de foutage sur la gueule, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'un peu plus intelligent. Enfin, il y a Jason Aaron dans l'équipe de scénaristes. Ah oui, il y a Coppel qui va dessiner. Coppel, c'est un très bon dessinateur, enfin Attraction aussi. Donc voilà, donc
on suivra ça pour vous. Je pense que je vous chroniquerai le premier numéro là dans 2 semaines. Et tu me prêteras le numéro parce que exactement. D'acheter ça. Et d'accord. Carrément. Et voilà, très bien. Change de mon procédé. En gros, en comics, c'est très très bien. Il y avait du bon à bon et du bon. Les années 80 sont vraiment très bien. Moi j'aime bien. Le début avec Mark Millar était bien. Ouais. Ils sont édités par Marvel d'ailleurs. On trouve en hardcover Marvel qui est le capot du cul. Voilà. 30 € je crois. Repassé Urban Comics et voilà. Je pense que c'est tout le film. On l'attend ou on l'attend pas. En gros, je pense que c'est toujours quelque chose de bien d'avoir une équipe comme ça au complet au cinéma. C'est sympa. Mon nerd d'intérieur est content. Moi aussi. Voilà. Bon, au final, après, la personne un petit peu plus sensée ne sait pas trop quoi en penser. Culture Breakdown Assemble. Yeah, Swan, s'il te plaît, générique ciné. Est-ce que t'aboies tout le temps? Dire ok. Ou est-ce que tu mens? Describe it in single words. Only the good things that come into your mind. About your mother. Mother? Maintenant, partie ciné, pendant que Swan va se sustenter, prendre du gras et grossir. Sustenter, c'est du français. Apprendre le. La touche pas, sale pute! Ok. Je suis perturbé là. Donc tout d'abord, nous allons parler de La Dame en Noir. Avec Daniel Radcliffe. Oh, Daniel! Mais c'est un film de la Hammer, donc ça va. À toi, Geoffroy. Ah, c'était pas une blague? Ah non, c'est vraiment un film de la Hammer. C'est la résurgence de la Hammer revient. Oui, voilà. Oui, il faut le savoir. Hammer is back. Alors, c'est un film de James Watkins qui n'a pas fait grand chose avant, je crois. Avec Harry Potter, Daniel Radcliffe, avec Sharon Hines. Alors, c'est un second rôle qu'on voit énormément en ce moment. On l'a vu dans Ghost Rider 2, on l'a vu dans La Taupe, on l'a vu dans John Carter, on l'a vu dans Harry Potter, enfin un peu plus avant. Dans Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2, il jouait le frère de Dumbledore. Et donc c'est un film produit par la Hammer. Alors petit rappel, la Hammer, c'était une boîte de prod qui a fait beaucoup de Frankenstein, films, de Dracula, des choses comme ça, très gothiques. Les classiques du cinéma d'horreur avec les personnages. Alors, le pitch, Harry Potter est un jeune avocat dans le Londres du début du XXe siècle. Père de famille, il est menacé par son cabinet d'être renvoyé. Pour faire ses preuves, il va devoir enquêter sur les dernières volontés d'une femme décédée dans un petit village afin de pouvoir vendre son manoir. Dans le village, les gens l'accueillent très mal. Ils lui jettent des pierres et tout ça. A priori, à cause de vieilles superstitions, et il y a des enfants qui meurent. Voilà. La femme est vraiment perturbée, c'est vraiment un film perturbant, on peut passer à la suite. Non, c'est un très bon film. Pas très bon. Assez plaisant, très gothique. Moi j'aime beaucoup les ambiances comme ça. C'est très gothique, l'ambiance j'ai trouvé cool. Après moi c'est pas du tout le genre de film beaucoup de jumpscares. C'est un film vraiment un film horrifique pour le coup. Et c'est vraiment basé sur le jumpscare. Ouais. C'est un film de maison hantée quoi. Enfin vraiment. Il y a beaucoup d'ambiance. C'est un très bon film de maison hantée. Il y a pas de meurtre. Voilà. Faut aimer avoir peur au cinéma. Daniel Radcliffe, moi j'ai beaucoup de mal. Après l'avoir vu pendant des années, faire Harry Potter. Il a une chance, c'est qu'il parle pas et donc du coup comme c'est l'ambiance qui domine sur le jeu d'acteur. On remarque il y a des moments je remarquais même plus quel était l'acteur. C'est ce que je mettais dans une chronique, ils auraient pu mettre Harrison Ford ou n'importe qui d'autre, ça aurait été pareil quoi. Comment ça il parle pas? Il parle pas des masses. Non, il y a très peu de dialogue. Il subit en fait parce qu'il est souvent tout seul dans la maison et donc dans ce cas il parle pas quoi. Souvent en fait il y a quand même de longs moments où il est en dehors de la maison, où il explore les alentours, etc. Mais même là il parle pas parce que personne lui parle. Et oui, c'est une victime. Non, grosso modo il joue pas mal son rôle vu qu'il a pas beaucoup de texte à dire. Évidemment de ce côté-là j'ai pas eu à subir le Harry Potter, mais je sais pas, le voir en tant que père de famille. Alors ça c'est pas crédible. Ça c'est vraiment pas crédible. Le mec il est plus jeune que moi, il a 22 ans, il a un gamin de 4 ans. Moi, ça m'a rappelé la fin du dernier Harry Potter où tu les voyais tous devant le train. Avec leurs gosses et ils avaient juste de la barbe, des cernes et ça montrait qu'il était vieux. C'est pas crédible du tout. Je sais pas pourquoi ils ont voulu le prendre, peut-être parce qu'ils demandaient pas beaucoup pour le film. Je sais pas. Non, je pense que surtout lui était content qu'on lui propose un film à contre-emploi quoi. En même temps, Emma Watson maintenant elle fait ma semaine avec Marilyn. Oui, puis Emma Watson c'est l'égérie de je sais plus qui. Je ne sais pas. Burberry je crois si j'ai pas de bêtises. D'accord. Alors moi il y a je le répète, j'aime pas les films à jumpscare, mais je suis quand même allé le voir. J'ai quand même apprécié l'ambiance parce que effectivement c'est très gothique, ça se passe sous l'Angleterre victorienne. Enfin c'est assez sympa pour ça. Par contre, même pour quelqu'un qui aime les films à jumpscare, faut savoir qu'il y a une séquence. Généralement,
pour ces Pas films-là. laquelle séquence? Alors attends, laisse-moi finir. Pour ces films-là, généralement, on a, disons, 10 minutes d'affilée où on est sous tension, et puis après on a 2 minutes pour se relâcher un peu, et puis 10 minutes, Ah et oui, puis clairement, 2 minutes. oui. Et là, on a 30 minutes. la scène centrale, c'est 30 minutes. Sans 30 interruption. minutes sous tension tout le temps, ça peut être assez fatigant. Le film est court, je crois, il doit durer 1h30. 1h40. 1h40, voilà. Donc c'est gérable, mais quand on y va, il faut se dire, voilà, je vais être tendu, je vais être stressé, et ça prend bien, quoi. C'est pas un film où on se moque des effets, des jumpscares, parce que les effets visuels sont bien foutus. Ah oui, mais c'est flippant. C'est impressionnant. Il y a un truc, enfin, bon, bref, je vais pas spoiler, mais il y a des effets qui sont vraiment, vraiment très bons. En fait, c'est beaucoup sur la suggestion et en même temps pas tant que ça. C'est surtout des choses qu'on voit au loin. Au départ, en fait, la peur. Au départ, ouais, ça se rapproche. La peur se rapproche. La peur, au départ, tous les éléments horrifiques sont très éloignés de Daniel Radcliffe. Et puis, plus ça va dans le film, plus ça arrive jusqu'au moment, au summum, où il est directement confronté à une espèce de Bloody Mary dégénérée. Et c'est pas la glace dont on parle. Non, exactement. Oh putain, d'accord. Ouais. Mais c'est vraiment. Le cocktail d'ailleurs. C'est vraiment génial. L'ambiance est fabuleuse. Le gamin qui joue le fils de Daniel Radcliffe était très mignon, enfin c'était vraiment choupi et vraiment. La fin est très bien aussi. Alors, je repense à la fin. Moi je trouve ça pas mal. Alors la fin. C'est bien parce que, enfin, en gros, non. La fin est bien. En gros, le but de Daniel Radcliffe, c'est de faire cesser tout ce qui se passe. Et à la fin, on comprend que la dame en noir, justement, est une grosse salope. Voilà, enfin, oui. Et le dernier plan qu'on voit est vraiment, moi j'ai vu la rage. J'étais vraiment dégoûté, j'étais oh non. Bon, bref. Non, en gros, moi, ce que j'ai trouvé pas mal, enfin assez étonnant finalement, c'est que c'est un film d'horreur. Certes, c'est un film avec Daniel Radcliffe. Beaucoup de suggestions dans le film, hein. C'est pas un film d'horreur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça amène des spectateurs qui seraient le fait que Daniel Radcliffe joue dedans, ça amène des spectateurs qui seraient jamais allés voir ce type de film au cinéma pour voir ça, parce qu'il y a Harry Potter dedans. Et moi, dans la salle, il y avait beaucoup de gens qui étaient surpris par le film en question et qui disaient ouais, ça m'a fait peur quand même. Oh là là, mais c'était pas mal, mais ça m'a fait peur. Et donc du coup, c'est bien, ça leur fait, c'est une façon pour eux de découvrir ce cinéma-là. Non, mais je pense que si ça c'est le renouveau de la Hammer, moi je signe. Ouais. Mais du coup, par contre, faut y aller pour les bonnes raisons, quoi. Faut pas y aller pour voir Harry Potter, faut y aller pour voir un film horrifique. Non, c'est un bon film, C'est pas mal. Je m'y attendais pas du tout. Les affiches étaient très moches, la police choisie pour le titre était vraiment laide. Le visuel, je trouvais abominable, quoi. Ouais, non, c'est pas ils bon. ont choisi ça. Et je le répète, c'est que du jumpscare, ça fonctionne que là-dessus. Hein, c'est efficace, c'est bien fait. C'est efficace, mais c'est voilà. Sur le premier, je me suis dit putain, ça va pas être ça pendant tout le film. C'est ça pendant tout le film, mais ça passe mieux. Voilà. Ouais, moi je trouvais ça quand même assez agréable. Ça surpasse largement de nombreux films d'horreur, d'ambiance horrifique. Pour moi, c'est pas un film de l'année, c'est même pas un très bon film d'horreur, c'est un film correct, c'est un bon film. Il restera peut-être pas dans les annales. Je pense que c'est même pas du tout la meilleure performance de Daniel Radcliffe. Non, mais c'est le renouveau de la Hammer. Il parle pas en même temps, il joue pas. Donc c'est pas mal. Moi je suis plutôt content. Plutôt pas mal, un petit 6 sur 10 pour moi. Oh, 4 bols de guacamole. Ok. Pour Hunger Games maintenant. Ah, Hunger Games. Alors là, c'est moi. C'est toi qui t'y colle. Alors, Hunger Games. Je suis désolé, c'est moi qui l'ai ajouté au programme. Non, mais moi ça me gêne pas, ça me faisait un film. Ça me permet de rentabiliser ma carte. Oui, c'est pas con. Alors moi, quand j'avais des potes qui lisaient Hunger Games, moi je lisais le Silmarillion de Tolkien. J'étais un petit peu loin de tout ça. Pour moi, Harry Potter, c'était déjà du passé. Voilà. En gros, je connaissais rien à Hunger Games. Par contre, j'avais lu Battle Royale, j'avais vu Battle Royale 1 et 2, et j'avais lu les mangas. Et on m'a dit, j'avais lu dans l'UGC Illimité, la revue qui balançait l'UGC, on reproche à Hunger Games d'être un spoof total de Battle Royale. En fait, c'est pas le cas. Point. Pas de justification. J'ai fait bon, bah ok. UGC, il distribue, il projette des films, ils sont pas objectifs. Oui, c'est-à-dire que dans ce cas-là, ils ont vraiment filer la pierre, genre voilà le rocher, vous pouvez le lancer si vous voulez. Alors moi je me suis dit très bien, ok, si l'UGC dit ça, bah je vais y aller, hein, très bien. Et puis dès le début je me suis dit mais mon dieu c'est pathétique, c'est mauvais, c'est très mauvais. Sur Sens Critique je l'ai mis 1 sur 10 et c'est très rare que je mette 1 sur 10. Non, alors pour être honnête, ça n'a combien au baltringue? Au baltringue j'ai mis 1, mais ça c'est... Bon, c'est Vincent Lagaffe. Non, clairement, c'est un... Alors, je vais être un torrent de haine, parce que... Attends, avant que tu déverses ton torrent de haine, si t'avais pas vu Battle Royale, est-ce que t'aurais trouvé ça bon? Comment est-ce que j'aurais pas pu voir Battle Royale? Si Battle Royale n'avait pas existé...
Non mais ça Non. c'est. Enfin, Alors si c'est Battle Royale n'avait difficile. pas existé, je pense que Hunger Games n'aurait pas existé. Et il y aurait eu Ouais. Twilight, un deuxième Twilight à la place. Parce que c'est ça, c'est une histoire d'amour. Et franchement, un peu c'est malsaine une histoire d'amour, je trouve. C'est les sentiments Dans mis en Twilight, jeu, non la manière dont, ouais, je sais pas, enfin, la manière dont ils se rencontrent, ils tombent amoureux entre guillemets, c'est vraiment malsain. J'ai trouvé ça mal foutu. Tous les acteurs ont l'air totalement paumés. Le joueur qui joue l'acteur qui joue le belâtre, il est pas crédible une seule seconde. Il y a Woody Harrelson. Je pense qu'il devait être défoncé quand ils lui ont proposé le film. Tu veux un film sympa avec des gens qui se tuent? Ah ouais, je le veux bien. Ça parle de quoi le film? En gros, c'est dans un état, dans une espèce de d'Uchronie. C'est pas une uchronie, c'est une dystopie. Donc l'inverse de l'utopie, où c'est des États-Unis futuristes qui ont été en proie à des guerres civiles. Et en gros, il y a un État qui subsiste, qui est situé dans les Rocheuses, plus ou moins. Et visiblement, pour punir les États qui se sont rebellés, ils organisent chaque année les Hunger Games. C'est-à-dire qu'il y a deux gamins de 18 à 25 ans, un garçon et une fille, qui sont sélectionnés dans chaque État et qui sont envoyés se faire tuer par les autres. Et le principe de Battle Royale, c'était que chaque année, en fait, il y avait une classe de seconde, première, qui était sélectionnée, qui était envoyée dans un lieu pour s'entretuer. Et là, en fait, c'est vraiment la même chose, sans les armes à feu, c'est que des armes blanches, des arcs, etc. Mais clairement, on voit des tas de concepts qui sont repris. Par exemple, on a un univers quand même qui est créé de toutes parts ou... De toutes pièces, oui, c'est un univers qui est créé de toutes pièces. Mais il est tellement original. Oui, dans un certain sens, il est original. Mais pour moi, ça m'a peut-être un petit peu rappelé vaguement la fin de la nouvelle de The Sound of Thunder de Ray Bradbury, mais sans plus, avec une Amérique dystopique ultra pessimiste. Donald Sutherland joue d'une espèce de facho, il n'est pas crédible du tout avec sa grosse barbe. Jennifer Lawrence, c'est... Je sais pas, elle a aucune expression, la pauvre, elle est pas très charismatique et j'ai pas cru une seconde à son personnage. C'est très difficile. Woody Harrelson, comme je disais, il est complètement à l'ouest, il est survolté, il surjoue un max. C'est trop rococo, c'est trop flashy, c'est vraiment, enfin je pense que c'est pas un film pour moi du tout. Quand j'y suis allé, il y avait beaucoup de filles de 16 ans, il y avait beaucoup de gamins avec leur mère. Moi, ma copine est allée le voir toute seule parce que j'ai pas eu le temps, j'irai sûrement le voir demain. Elle a lu le premier bouquin très récemment. De manière express, ouais, j'ai vu ça. Pour savoir, justement, elle l'a lu en entier. Hein. Ouais, mais pour voir justement, pour pouvoir comparer avec le film, apparemment c'est très fidèle, donc ce qui est relativement rare. Donc c'est plutôt ouais. Ça veut dire que les gens n'ont vraiment aucun goût. Il faut savoir que c'est le bouquin pour Midinette. C'est le nouveau enfin, si tu veux, c'est un succès comme a pu l'être les Harry Potter ou comme ont pu l'être les Twilight. Je pense que c'est une émule de Battle Royale mixé avec des éléments de romance. Parce que Battle Royale est sorti en 1999, il a été traduit en 2000. Il a été adapté en 2000 et traduit en 2003 en anglais. Et le premier livre, il me semble, Hunger Games, il est sorti en 2004. Donc clairement, il y a un truc qui m'a le plus choqué dans les ressemblances entre Battle Royale et Hunger Games, c'est qu'à chaque fois, à chaque soirée, en fait, à chaque fois qu'il y a la nuit qui tombe, les organisateurs dans Hunger Games citent les noms des personnes qui ont été tuées dans la journée. Dans Battle Royale, chaque matin, ils font le listing des personnes qui étaient mortes la journée d'avant. Parce que tu l'as dit, le premier bouquin est sorti en 2004, il y a plusieurs bouquins. Il y a 3 bouquins. Il y aura plusiures films. 3 films, il y a le deuxième qui est déjà en préparation apparemment, qui est sorti en novembre 2013. Je sais pas, moi, je trouve ça vraiment médiocre parce qu'il n'y a rien qui se passe, c'est plat, c'est mal rythmé, mal écrit. Les SFX, mon dieu, la réalisation en elle-même, le banal. Elle est plate, banale, rien de spécial. Sans contre-champ, même pas. Il y a des personnages qui pourraient être intéressants. Il y a quelques moments il y a des moments qui ont été mal exploités. Pendant tout le début du film, on te fait comprendre que clairement, l'héroïne va interagir avec ce personnage-là. Donc on te dit, voilà, ce personnage, il est là. Fais bien attention. C'est mal fait, c'est mal habile, c'est pas terrible du tout. Donc non, je vous conseille de pas aller le voir du tout. Ok. Je vous le déconseille, grandement. Ça marche. On passe à la suite, on va passer à Bellflower. Bellflower. Tu vas plutôt faire Suspect X très rapidement. Suspect X d'abord, ouais. Suspect X. Suspect X, le film de Mathieu. Comme ça, on le fait bien chier parce qu'il était debout à côté de Swan, il faut qu'il retourne à son micro. Qui a vu Bellflower ici? Pas moi. T'as vu Bellflower? Je suis seul. Et Bellflower, c'est pas vraiment un film de genre en plus. Oh, si. C'est un côté. Bon, bref. C'est un film un peu indé à la Sundance. Très de genre. Voilà. Bon, on t'en parlera tout à l'heure.
Suspect X, le film asiatique de la quinzaine bizarre. Yeeha. Donc c'était pas du tout bizarre, c'est un peu un blockbuster, c'est l'adaptation d'un roman, d'un polar japonais qui a, quand je l'ai acheté, moi il y avait un petit sticker avec marqué genre le Millennium japonais. Et je sais qu'en France ça a été publié donc sous le nom de la dévotion du Suspect X aux éditions Actes Sud, donc on fait les romans de Stieg Larsson. Honnêtement, bon, moi, ce que je connais de l'histoire de Millennium, hein, sans avoir lu un roman, ça m'a pas trop rappelé l'histoire de ce livre, mais bon. Juste à dire, vous ne pourrez vous le fournir que légalement, parce que mes cousins suédois, ils l'avaient pas. En fait, moi, je l'ai trouvé ailleurs. Mais non, pas légalement. J'ai trouvé. Ouais, tu tapes Suspect X et faut passer genre la deuxième page. Mais faut bien l'orthographier alors. Ou sinon, faut connaître le bon moteur de recherche pour trouver des. Non, j'ai trucs. trouvé sur Spired Bay. D'accord. Mais effectivement, quel site tu parles? J'en ai aucune idée. Le site de ton cousin suédois. Ah oui, Sven. Suédois. Ah, Sven. Sven Bay. Quel blagueur. Sven Bay. Mais voilà, donc c'est un film qui a pas eu du tout de diffusion en Angleterre, aux États-Unis ou en France, hein, malheureusement, parce que c'est un film tout à fait sympathique. Et en fait, j'aimerais bien qu'il y ait une association entre un éditeur de DVD français et Actes Sud pour faire genre un coffret avec le roman plus le film, puisque les deux se complètent bien. Le film, donc, le Suspect X, est sorti en 2008. C'est un polar qui est réalisé par Hiroshi Nishitani, qui a surtout réalisé des séries au Japon. Et le scénario est de Yasushi Fukuda, qui a adapté donc le roman de Keigo Yashino, qui donc est l'auteur original de ce roman, de cette histoire. Qui s'appelle également Suspect X. Qui s'appelle La dévotion du Suspect X. Donc, okay. Cette histoire, quelle est-elle ? Quelle est-elle ? C'est l'histoire d'une jeune femme et de sa fille qui vivent tranquillement, qui ont leur petite vie paisible, et l'ex-mari de cette femme va réapparaître et va vouloir de l'argent, ou en tout cas va essayer va les menacer. Et juste avant, alors qu'il va partir de l'appartement, la jeune fille va se précipiter, va le frapper. Et lui va commencer à s'énerver, va commencer du coup à la frapper en retour. Et ça, normal. Voilà. C'est très logique tout ça. La mère décide donc prend la défense de sa fille et elles vont le tuer. Donc ça c'est le début, c'est vraiment, ça se passe très vite. Ça me rappelle un fait divers assez sordide ça. Et ce qui va se passer, c'est que leur voisin va alors débarquer et leur dire écoutez, j'ai entendu ce qui s'est passé et j'imagine bien que ce qui vient de se passer, mais je peux vous aider à vous débarrasser du cadavre. Et donc il va les aider et par la suite on retrouve le corps de l'ex-mari et va commencer l'enquête. Faut toujours se méfier des gens qui vous proposent de cacher des cadavres. Alors, le roman en lui-même est vachement plus axé sur le combat d'esprit, puisqu'en fait, le personnage du voisin est prof de maths, et les flics en fait vont faire appel à un sorte de Sherlock Holmes local qui est un prof de sciences. Un peu comme Numbers en fait, la série. Alors je connais pas Numbers. Tu vois l'exponentielle, ça veut dire que le mec est caché là. Non, c'est pas ce genre de démonstration. Mais c'est du jeu d'esprit entre les deux qui essaye de deviner ce que machin a fait. C'était plutôt sympathique sur la forme de roman, c'est un truc de 400 pages et j'ai dû le lire en 3 jours, même pas en me forçant, donc c'était vraiment très très sympa. D'accord, très intense quoi, ça a l'air vraiment bien. C'est du page turner, c'est-à-dire à chaque page t'as envie de tourner, c'est très simple et surtout c'était très propice à l'adaptation cinématographique puisque il y a finalement peu de scènes peu de passages dans le roman où les personnages s'interrogent, où on voit leur interrogation intérieure. Donc du coup l'action se déroule surtout avec les échanges et c'est assez facile de s'imaginer le tout en train d'être tourné avec des acteurs. En l'occurrence, le point de vue du film est un peu différent puisqu'on y ajoute beaucoup plus d'émotions et un peu moins de déduction. C'est beaucoup plus dramatique, mais toujours assez assez distrayant. On peut regarder le film en ayant lu le bouquin, ça dérange pas. Et on peut voir le film en ayant lu le livre. Je trouve que les deux se complètent bien. J'ai vraiment beaucoup aimé l'acteur qui jouait le rôle du prof de maths. Tu t'ennuies pas quand t'as lu l'un ou vu l'un et exactement, que tu fais l'autre. Pour moi, c'est comme la taupe, c'est-à-dire que c'est deux versions d'une même histoire qui se valent. Ou comme les différents milléniums. Voilà, la taupe est largement supérieure à ce genre de cinéma, mais c'est tout à fait sympathique. Donc dans les acteurs,
on retrouve donc surtout le personnage donc du prof de maths qui est joué par Shinichi Tsutsumi et qui assume vraiment très bien son personnage de type très renfermé, mais dont on découvre progressivement les motivations et la raison pour laquelle il a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire venir au secours de sa voisine dans laquelle il ne parle jamais. Donc c'était quand même c'est assez particulier, mais c'est très très bien foutu. Que dire d'autre? Eh bien, que c'est un bon divertissement. C'est-à-dire c'est un film de 2 heures, tout à fait sympathique et qui mérite d'être recherché. Il n'y a pas grand-chose, hein, de même que dans le roman, mais c'est 2 bons divertissements. Donc si vous aimez le polar et que vous avez besoin de lire quelque chose dans le métro, ben prenez ce bouquin. Et si vous voulez regarder un bon polar assez sympa, voilà, c'est pas Castle quoi, mais c'est tout à fait voilà, c'est pas aussi distrayant, pas aussi axé sur les distractions qu'à Castle, mais pas très réaliste non plus, hein. Vous verrez la première scène, c'est pas du tout réaliste, mais bon. Mais c'est un bon divertissement et donc je le recommande chaudement. Ok. Enfin, le pitch me fait vraiment penser à un fait divers français qui a eu lieu il y a quelques années de cela, dramatique, mais je vous en parlerai en privé, parce que les gens n'ont pas forcément besoin de savoir. Oh mon Dieu, tu es impliqué. En quelque sorte. Maintenant, je vais vous parler. Non, mais en plus, c'est pas une blague. Non, je blague. Ah non, c'est la vie. Non, bip, note le bip, Swan. Il n'y en a rien à foutre, Swan. Alors maintenant, je vais vous parler de Bellflower, qui a été réalisé par Evan Glodell, dans lequel jouent Evan Glodell, Tyler Dawson et Jesse Wiseman. Qu'est-ce que tu dis? Pas grave. Il s'excuse. Ouais, je sais. Continue. Donc, alors c'est un peu difficile à pitcher, mais en gros, c'est 2 amis qui vont faire un film de porno pour un festival indépendant. Absolument pas. En gros, c'est 2 amis qui sont fans de Mad Max 2, qui sont fans du gros méchant de Mad Max 2, et qui décident de se préparer pour la fin du monde. Comment ils font pour se préparer pour la fin du monde? Ils créent des armes, des lance-flammes artisanaux, ils créent une voiture tunée d'enfer qui crache des flammes lorsqu'elle marche, lorsqu'elle roule, ils créent des fusils, ils créent des bombes artisanales, tout ça. Donc c'est leur projet de vie, ils bossent pas vraiment, c'est leur seule occupation. C'est des hipsters quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. En quelque sorte, si on veut. Alors le film c'est du Sundance, c'est taillé. Non, mais je veux dire, c'est vraiment un film indépendant avec des trentenaires un peu hipster qu'on dépose. Mais non, c'est tellement plus que ça. Non, c'est pute parce qu'il me donne envie ce film. Non, mais moi aussi, c'est pas méchant. Et c'est tellement pas ça. En même temps, ça m'étonne pas que ça te donne envie. Si c'est hipster. Non, on va arrêter tout ça. Vous êtes des putes. Je peux. Personne l'a vu ici par moi, donc je peux y aller. Vas-y. En fait, c'est pas du tout ça. En gros, le gars va rencontrer une fille, le héros, donc celui qui est joué par Evan Glodell, va rencontrer une fille. Le mec est fragile, enfin il est pas fragile au sens propre, enfin comment dire, c'est un mec timide. C'est un mec qui est clairement pas sûr de lui tout le temps, qui est très introverti. Et puis là, pourquoi tu joues du banjo et son projet ça lui tient à cœur quoi. Et quand il explique, il a toujours l'air d'un peu d'un fricot, sauf devant cette fille. Cette fille dit ah c'est cool, j'adore ça. Et puis il dit une histoire d'amour qui au final n'aurait peut-être jamais dû avoir lieu. Et il y a un moment dans le film où ça se passe des mois et des mois. Alors, le début est très classique, le début est très prévisible. Ils s'aiment, etc. Ils sortent ensemble. Et après, d'un coup, il y a un événement qui fait que le film se split en 2. Et quand je dis de se split en 2, il y a 2 réalités qui s'affrontent. Avec écran splitté ou pas? Non, pas du tout. Non. En gros, il y a 2 fins. Une fin qui se finit mal. Il y a une mauvaise fin et une bonne fin. Je vais pas en dire plus, j'ai déjà donné beaucoup d'éléments du film, mais c'est un film qui est complexe dans le sens où il y a un moment où tout change. Et tout est bouleversé. Et la toute fin du film est très 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 what the fuck. C'est un film fantastique? Pas du tout même. D'accord. Pas vraiment du tout. Pas vraiment du tout parce qu'il n'y a pas d'éléments fantastiques. Il n'y a pas de deuxième dimension, il n'y a pas de dimension alternative, il n'y a pas de monstres, il n'y a pas de combat contre des armures géantes. C'est très ancré dans le réel. Pour comprendre, il faut aller voir le film. Pour comprendre, il faut aller voir le film. C'est très beau, c'est très bien réalisé, c'est très bien écrit. C'est divisé par chapitres. C'est sorti cette semaine ou la semaine dernière? C'est sorti cette semaine. D'accord. Alors, c'est sorti il y a très longtemps aux États-Unis. Moi, je l'ai vu par des moyens pas très légaux. Je vais le voir demain au cinéma parce que ça vaut le coup vraiment. Et c'est très beau. C'est très triste, c'est dramatique. La fin, il y a 2 fins. Il y a une bonne fin, une mauvaise fin, mais même la bonne fin est dramatique. Il y a des fulgurances de violence, des instants de fulgurance, des instants de violence extrême. C'est très triste parce qu'au final, le gars se demande s'il a aimé la bonne fille au bon moment. C'est vraiment
très beau, c'est très beau. C'est 500 Days of Summers, mais sans tout ce qu'elle a, toute la niaiserie qu'il y a autour, toutes les sucreries. Ah non, mais j'adore ce film, j'adore ça. Il est pas niais, justement. Non, j'adore ce film, mais là, il y a de la violence, il y a du sang, il y a des relations sexuelles, il y a des lance-flammes, il y a des bombes, il y a des voitures qui font crash des flammes. C'est la réconciliation entre le cinéma de genre et Sundance, en fait. C'est ça, c'est la réconciliation. En fait, c'est Mad Max qui rencontre Mark Webb. Ok. Mel Gibson qui rencontre Mark Webb et qui lui dit tu devrais faire un film avec des ados un petit peu attardés qui s'aiment et tu rajoutes un peu de violence, genre fin du monde. Ouais, et ça s'appellera Spider-Man. Pas vraiment, ça s'appellera Bellflower. D'accord. Non mais Mark Webb. Je sais bien. Non, en gros, allez le voir. Je sais que l'affiche est très belle. L'affiche est très très belle. Bellflower. Exactement. T'es en forme ce soir. You're on fire now. Non, allez le voir, même si ça vous tente pas trop, allez le voir. Je vais peut-être mal pitcher, j'ai peut-être mal expliqué, mais franchement, allez le voir. Voilà. Ok. On va passer à la partie comics. T'as mis ton kebab peut-être avant? Non, allez, finis ça ton va kebab, aller. on parle entre nous, sinon. Allez, merci Swan. Go. I'm quite keen on comic books, especially the ones about superheroes. I find the whole mythology surrounding superheroes fascinating. Take my favorite superhero. Parlons comics ce soir. Geoffroy, bonsoir. 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 On parle comics dans cette émission. Radio Courtoisie, c'est ici? Non, pardon. Ils doivent être en forme en ce moment, Radio Courtoisie. Hein. Allez. Non, bah enfin voilà quoi, c'est les connards, enfin ça on va pas la préciser. On va parler de plusieurs choses, de manga, de comics qui sont vieux, de comics qui sont plus jeunes. De mangas qui sont vieux. Peut-être que... Geoffroy, tu peux commencer avec Batman Advent. Non, je crois que Mathieu voulait dire quelque chose au tout début. Ah oui, vas-y. Oui, en fait, en ce moment, quand vous achetez des comics Marvel, eh bien, vous avez droit en gratos à la version digitale. Donc, si ça vous intéresse et que si vous avez un iPad ou petit type de smartphone, vont lire ce genre de les Android lisent très bien. Ça marche que pour les explications iPad ou... Alors, j'en ai aucune idée. D'accord. Là, pour le coup, je peux pas dire. Mais en tout cas, il y a ça, c'est marqué sur toutes les couvertures. Et ça se conserve mieux que les fascicules. Exactement. Non, c'est pas vrai. Ouais. Ça m'a un peu fait penser à ce qui est mis à disposition généralement dans les vinyles avec la possibilité de télécharger du MP3. Alors c'est pas le cas pour tout, hein, les disques de Power Violence, il y en a pas trop, c'est dommage. Mais toujours est-il que voilà, il y a ce genre de choses actuellement, donc c'est plutôt intéressant. DC le fait pas encore à ma connaissance, mais j'espère qu'ils le feront. DC sont toujours un champ de retard. Je crois que DC sont un peu là aussi, ouais, sur le digital, me semble-t-il. C'est possible, ouais. Ok. Alors, peut-être que Geoffroy peut commencer avec du Batman. Alors, je vais commencer avec du Batman. Je sais pas si Swan t'a vérifié dans quel épisode on l'avait chroniqué en VO. C'est le premier ou le deuxième. C'est Batman, donc Batman Amère Victoire. En anglais, Dark Victory. Dark Victory en anglais, qui est sorti aujourd'hui chez Urban Comics. Qui est réédité du coup. Il était déjà sorti. Il était jamais sorti en France. Non, en France, il est jamais sorti. Non, parce que Long Halloween, il est sorti il y a quelques mois seulement chez Panini. Donc en juillet dernier. Ouais, du coup, juste avant que la licence passe à Dargo et Urban Comics. Ouais. Donc voilà, c'est la suite de Batman Long Halloween avec de Jeff Loeb et Tim Sale. Et donc on retrouve la même équipe toujours aussi magistrale, donc scénarisée par Jeff Loeb et dessinée par Tim Sale. La Catwoman dessinée par Tim Sale est sexy. Ah non, putain, elle est bodybuildée. Oh mon dieu, je suis pas fan. Super. Alors bon, l'histoire commence là où s'arrêtait Long Halloween, c'est-à-dire que Harvey Dent est devenu double face. Harvey Dent a été arrêté. On a tous les criminels à Arkham. On sait toujours pas vraiment qui était le tueur. Bien sûr que si, qu'on sait qu'il est. On le sait, mais il y avait quand même un doute sur est-ce qu'ils étaient plusieurs ou pas. Voilà. Et donc qui était le tueur qui tuait à chaque fête, donc une fois par mois. Chaque jour un peu spécial, une fois par mois. Donc en anglais ils disent holiday, mais c'est tous les jours fériés, toutes les fêtes. Et donc là. On retrouve le même principe, on a à chaque jour spécial un flic, bon, mauvais, ou ancien flic, flic qui est toujours actif, qui est tué. Et on sait pas qui est là. Et parallèlement à ça, on a tous les super vilains qui s'évadent d'Arkham. Et donc double face, Harvey Dent compris. Harvey Dent qui, encore dans Long Halloween, travaillait en étroite collaboration avec Batman et avec Gordon. Ouais. Et donc voilà, on est dans ce cadre-là. Ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on retrouve vraiment les fondamentaux de Batman. On retrouve Harvey, enfin si on lit les deux d'affilée, on va retrouver Harvey Dent qui passe du bien vers le mal. On
va retrouver dans le deuxième, on découvre Dick Grayson, donc Robin avec la mort de ses parents et tout ça. On va pas en parler plus longtemps que ça parce qu'on l'a déjà chroniqué une fois. Voilà, mais moi je l'ai trouvé très bien, très beau, et pas assez bien rythmé, enfin moins bien rythmé que Long Halloween, mais c'est le même schéma. Voilà. Mais en gros, Jeff Lobb était contre le fait d'intégrer Dick Grayson à son histoire. C'est ce qu'il dit dans le préambule, ouais. Voilà, et on le voit très peu au final, Dick Grayson. On le voit très peu en fait, et c'est même Tim Sale, ça l'emmerdait de dessiner du Dick Grayson parce que pour lui, Batman, ça va être le héros solitaire, tourmenté, tout ça. Exactement. Et finalement, voilà, il est juste là parce que Batman se retrouve seul à un moment et il a besoin d'un coéquipier. J'avais chroniqué il y a très peu de temps un Batman spécial avec le Mr. Freeze comme méchant, et ça se passe juste entre Long Halloween et Dark Victory. Il y a quelques éléments qui vous laissent comprendre certaines choses. Donc c'est pas dans la continuité de DC, hein. Enfin, si, c'est non mais je veux dire, c'est pas dans la continuité actuelle de DC. C'est toujours pris en compte, hein, il me semble. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas, c'est pas un truc qui sort maintenant, qui s'est passé très récemment. On est avec du Dick Grayson, donc c'est le premier Robin, alors que actuellement on en est au 4e. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que c'est sorti en 99, il me semble. Voilà, donc en gros du très bon, achetez-le en français, c'est génial. Ouais, non, c'est vraiment bien. Et c'est plutôt bien traduit. Plutôt bien. Ah d'accord, c'est fidèle. Tant mieux. On remercie Urban Comics. Oui, on remercie Urban Comics. Merci Urban Comics. Maintenant je vais vous parler d'un manga, une fois n'est pas coutume de ma part, qui s'appelle Bunny Pun Pun et qui est dessiné. Oui, ça te fait rien? Oh, c'est le titre. Oui, mais c'est parce que ça joue beaucoup sur les contrastes. Ça parle de Pikachu, c'est ça? Pas du tout. Et c'est dessiné et scénarisé par Inyo Asano. Alors je sais pas ce que cet homme a fait de sa vie à part ça. Il a fait des bouquins jaunes. Mais alors c'est très étrange. En gros, c'est un adolescent un petit peu attardé, un petit peu introverti, un petit peu solitaire et spécial, qui en fait est un canard kawaii. Tu t'es reconnu un peu ou... Non, en fait les dessins sont très réalistes, mais ça jure parce que le personnage principal est un canard kawaii. Alors petite précision, moi je l'ai pas encore lu, mais c'est quelque chose qui est chez moi, parce que j'ai feuilleté, je savais pas du tout ce que c'était, j'ai feuilleté, je prends. Pour les gens qui sont en live, voici à quoi ressemble Pun Pun. C'est un canard, donc longiligne, jaune, on l'imagine, avec un grand bec qui ressemble au final à assez un fantôme de Pac-Man. Et il évolue dans un monde avec des personnages réalistes. Alors, des personnages réalistes, qui sont très bien dessinés, le dessin est très très bon, les trames sont génialement bien faites. En gros, c'est un adolescent donc un petit peu, on va dire étrange, un peu bizarre, qui vit dans une famille dysfonctionnelle, et un jour son père frappe sa mère, et qui ressemblent comme lui, ils sont comme lui, hein, donc c'est-à-dire des canards bizarres. Et rien à voir avec le vilain petit canard. Mais en plus personne remarque que c'est un canard. Pour tous les autres, c'est un garçon comme les autres. Rien à voir avec un vilain petit canard. Absolument pas. Il n'y a pas de place à la discrimination dans le manga. Et non, il n'y a jamais. Tout le monde peut avoir et des canards. En gros, donc, c'est son oncle qui va venir le récupérer, qui va venir s'occuper de lui. Et c'est très étrange parce que Pun Pun a des habitudes bizarres, et par exemple il prie un dieu, et ce dieu en fait il est tout sauf le dieu bienveillant auquel on pourrait s'attendre. C'est un dieu bizarre avec une coupe afro et des lunettes funky, et qui ils peuvent être bienveillants les qui lui dit mais Pun Pun, qu'attends-tu de la vie, tu ne seras jamais heureux. Et c'est très étrange, il y a des tas de choses comme ça. Le proviseur et le proviseur adjoint ils font des têtes hyper ultra étrange et tendu. À t'écouter, on dirait que ça a été écrit sous LSD. Enfin, c'est vraiment bizarre. Parfois, c'est ça. Je sais pas si on peut dire. Il y a un truc qui a été écrit sous LSD qui est vraiment génial, qui s'appelle. D'accord. Et donc tous les personnages sont plus glauques les uns que les autres, et au final c'est le récit d'une adolescence. Il rencontre une fille, il est amoureux d'elle, mais il lui dit jamais. Il est au collège, et il se rend compte qu'il aurait dû lui dire plus tôt. Ça m'a rappelé des moments de ma vie assez durs et assez donc c'est ça, tu t'es senti ciblé? Non, pas tant que ça, parce que je suis pas un canard. Faut pas déconner. Écoutez le début du pitch par Xavier. Non, c'est très étrange. C'est vraiment très bien. J'ai été très attiré par la couverture, j'étais intrigué même. C'est bien dessiné, c'est bien rythmé. Vas-y, regarde. C'est très bien dessiné. C'est bien détaillé. On a pas mal de décors, ce qui est assez rare en plus dans le c'est pas si rare que ça d'avoir des bons décors dans les mangas, faut pas déconner. En même temps, ils utilisent pas de couleurs forcément. Hein. Ils mettent moins de temps. Pardon. Je sais pas si t'as entendu la news concernant le créateur de One Piece. Il dort 4 heures par nuit, il ne prend jamais de vacances. J'ai entendu ça, ouais. C'est fou. Et il prend sa retraite dès qu'il a fini. Je comprends. Eiichiro Oda, ce mec défonce tellement. En fait, l'ensemble des ventes de One Piece est plus élevé que l'ensemble des séries
les 8 séries qui ont fait le plus de ventes. Y compris Naruto. Donc c'est Naruto plus Fullmetal Alchemist plus Death Note, c'est tout ça en même temps. Dragon Ball. Cool, c'est assez dingue, hein. Non mais voilà, en gros donc Bonnie Pun Pun c'est étrange, c'est un peu pas ésotérique du tout, mais en gros moment ils trouvent une cassette avec un mec qui dit qu'il a expliqué à sa famille, et pour eux c'est juste très sympa à regarder. Ouais, et le mec qui regarde ça il dit bon bah d'accord. Ça a l'air cool, on va faire ce qu'il dit et puis on va voir si on trouve des corps. Et ouais, allons-y. Il y a un gamin qui s'imagine qu'il a des pouvoirs et j'ai du mal à comprendre. Il y a un intérêt à ce manga, enfin à part lire un truc qu'on comprend pas. Moi j'aime beaucoup l'absurde, donc ça m'a vraiment plu. C'est vraiment l'absurde. Il y a une structure, il y a un fil rouge. Non, comment on peut, c'est pas Rhinocéros, non, ou c'est pas la cantatrice chauve. C'est vraiment, il y a un fil rouge, c'est Pun Pun qui évolue. On a parlé d'Ionesco dans Culture Breakdown, quoi. J'avais quand même réussi à placer Picsou dans un numéro spécial zombie, quoi. Enfin bon, je suis très content de moi. Non, grosso modo, il y a un fil rouge, c'est l'évolution de Pun Pun dans ce monde cruel, et il comprend pas grand chose, le pauvre. Et c'est plus ça qui est drôle. C'est Calimero, quoi. Ouais, mais c'est un canard. Ah oui, c'est vrai que c'est un canard aussi. En gros, achetez-le. Parce que moi j'ai fait l'effort, donc je pense que vous pouvez faire l'effort aussi. Hein, C'est à combien, 7 €? Alors 7,45€. Chez Kazé. Alors ouais, chez Kazé. À la Fnac il coûtait 7,45€ et Virgin 7,45€, c'est la même chose. Ok. La loi Lang l'oblige de toute façon. Oui. Et voilà. Pour ceux que ça intéresse, je suis toujours en train de chercher le comics, le manga fait sous LSD que j'arrive pas à retrouver. Que ça m'en revient. C'est un manga? Oui. Paru quand? Même ça tu sais pas. On est vraiment dans la merde. En attendant, vous pouvez parler de Saga peut-être. Oui, parle de Saga, s'il te plaît, monsieur. Saga, c'est une nouvelle série de Brian K. Vaughan à qui on doit déjà Wise the Last Man, Ex Machina et c'était pas terrible, Wise the Last Man. C'est cool, Lord of Baghdad. Pride of Baghdad, ouais. Et c'est dessiné par Fiona Staples. Ça vient de sortir et c'est édité par Image Comics. Et pour tous ceux qui se plaignent toujours, genre ouais, les comics, il y a trop de pubs et genre il y a pas assez de BD. Bah là, c'est 40 pages sans BD et ça coûte $3. En 40 pages sans pub. Voilà, pardon. C'est 40 pages blanches. C'est que des pubs pour du lait, gilet, des trucs comme ça. C'est très cool, c'est très étrange. Super Saga. Voilà, non, il y a Saga, comme dans Street Fighter. Trop con. Donc, c'est l'histoire d'un couple qui est formé par un homme et une femme qui sont en général de races différentes. Il y en a un, l'homme a des cornes les gens m'écoutent. Ouais. Oui, l'homme a des cornes de bouc. Parce qu'il est cocu. Mais t'avais pas encore dit bouc d'ailleurs. Non, effectivement, c'est parce que je cherchais à ce qu'on me dise que ce soit un bouc. Et la femme en fait a des petites ailes dans le dos. Qui font un peu ailes de dragon d'ailleurs. Voilà. Et ils ont un enfant, mais ils devraient pas en avoir un. Et c'est la zoophilie. En gros, c'est vraiment le même problème que dans All Star Superman. Est-ce que Superman peut avoir des enfants avec Lois Lane? En fait, je pensais plus à un amour interdit comme Roméo et Juliette, mais non, mais c'est pas interdit entre Roméo et Juliette, c'est juste des familles qui font chier, quoi. Oui, mais là, c'est deux races qui sont en guerre. Ben oui, mais Superman il est kryptonien et Lois Lane elle est humaine. Ouais, mais je crois que les kryptoniens sont en guerre avec personne, ils sont un peu décimés. Ouais, voilà. Peut-être, mais j'imagine pas un Superman de kryptonien. Allez. Alors, ça va. Et donc cela s'ajoute une intrigue politique qui menace la sécurité du couple et donc de l'enfant, qui vont devoir tous partir dans une saga. C'est très propre, c'est très proche de choses qu'a déjà fait Brian K. Vaughan, puisqu'on retrouve déjà la narration qui laisse évoquer la conclusion de l'histoire comme de la même manière que commençait Ex Machina, et il y a toujours la question d'un trio de personnages sur lequel repose le destin de l'humanité comme dans Wise the Last Man, mais c'est une histoire qui commence d'une manière assez différente, notamment grâce au fait qu'on se trouve dans un univers qui est quand même plutôt particulier, qui mélange à la fois la SF et la fantasy. Il y a d'un personnage par exemple, même toute une race qui sont qualifiés genre une race des robots. Alors peut-être qu'il y aura un terme plus précis. Est-ce qu'il y a un lien avec Mass Effect 3? Non, mais c'est un lien avec Warhammer, avec les Necrons. Non, par contre les Necrons c'était une race sympa, hein. Non, mais moi j'aimais beaucoup. On fera un dossier Warhammer un jour. Carrément. Peut-être. Mais là en fait c'est surtout des personnages qui ont un corps humain mais qui ont une tête de téléviseur, comme dans FLCL, le robot de Foulicouli qui avait le même truc. Moi je trouve que c'est vraiment. Je sais pas trop de quoi tu parles, mais d'accord. Ok. Et donc
C'est une histoire qui commence à prendre une tournure, je dirais pas épique, mais voilà, comme dans Way the Last Man, on va se focaliser sur les personnages et leur interaction, leur ressenti et l'évolution de l'univers, parce qu'on voit déjà se profiler pas mal des factions qui s'opposent d'un point de vue idéologique et politique. Oui. Et comparé au reste des sorties Image qui ont lieu en ce moment, qui sont toutes très bonnes, c'est très bon. C'est du même niveau. Moi, je n'ai pas la même excitation que sur Prophet, mais c'est tout de même de très bonne facture. Bon level. Fiona Staples, son trait me fait pas mal penser à celui de Tommy Lee Edwards qui bossait sur Turf tout récemment et qui a bossé sur 1987, je crois. C'était un truc de Mark Millar, ça ? Oui, avec Mark Millar. 1959 Merci. Ah non, je crois que c'est peut-être 1987. Ok, bon, de toute façon, c'était un truc en une 1900 année avec Mark Millar, c'était très sympa. Moi, j'aime beaucoup Tommy Lee Edwards, j'avais connu avec Mystery of the Question. Non, je trouve ça sympa. Au niveau du dessin, c'est quand même très travaillé. La parution, c'est quoi ? C'est tous les mois, tous les 2 mois ? Normalement, ça va être tous les mois. Donc, a priori, dans 6 mois, on pourra 6 ou 7 mois, on pourra avoir une première version en France. Peut-être, ouais. Peut-être qu'ils vont avoir y a peu de chance, les droits. Image, c'est édité chez qui d'ailleurs en France ? Bah, ça dépend parce que c'est du creator owned. Ah oui, donc ça dépend. C'est les auteurs directement qui voient avec Vaughan. Voilà, donc Vaughan, je pense qu'il va être bon en relation avec les éditeurs français. Enfin, Pride of Baghdad a l'air d'avoir bien marché. Ouais, mais c'était pas ni Pride of Baghdad. Je crois que c'est. Je vais peut-être dire une bêtise, mais il semble que c'est Soleil. Oui, parce que c'était Vertigo. Ah oui, non, donc c'est Panini. Donc c'était Panini. Aussi. Non, c'était Panini, c'est pour ça. Tu dis un petit peu n'importe quoi, ils sont ce soir. C'est Panini, bref. Non, mais il l'a chez lui. Hein, donc oui, j'ai le droit. Non, t'as pas le droit. Donc, c'est une série que je recommande. Ça commence plutôt bien et c'est suffisamment riche pour l'instant. Alors, quand même, avec 40 pages de BD, vous avez de quoi faire et c'est bien foutu. Juste en parlant de Pride of Baghdad, il a été réédité aussi par Urban Comics récemment. Et alors, Saga, sur une échelle de 3 fatales, ça vaut combien ? Fatal, c'est quand même super cool, 1,5 quand même pour l'instant. Ah ouais. Après, moi j'adore ce genre de truc. Fatal, c'est du polar, c'est l'ambiance. Oui, alors Fatal avec. oui, exactement. Fait. Non, Fatal avec des nazis, Cthulhu, des bombes sexuelles des années 50, brunes, superbes. Enfin, moi j'ai un pote qui a vu le numéro qui a fait genre oh Fatal. Mais bon, ouais, je pense peut-être quoi. Ah oui, bah oui, si c'est bien ce que je pense, oui. Ouais. Winter Soldier. Winter Soldier, donc on parlait justement de Fatal de Ed Brubaker. Justement, c'est une série Marvel par Ed Brubaker et dessinée par Butch Guice. Et édité par Marvel Comics. Ça coûte 2,99, mais c'est pour 20 pages de BD. Donc voilà, en fait, il n'y a pas de pub. Si, oui, c'est 20 pages de BD. Les pubs non incluses dans le total, mais il y a. Ouais, ok. Il y a au moins 6-7 pages de pubs dedans. D'accord. Donc, l'histoire. Alors. On parlait de Captain America au début, et justement... Un petit peu de storytelling. Voilà, on parlait de Captain America et du fait qu'il était... on l'avait retrouvé dans la glace, et que donc son partenaire, Bucky... Donc, il avait un binôme. Un gamin à l'époque, donc c'était son sidekick. Lui, par contre, avait disparu. Bon. Ed Brubaker l'a réintroduit dans l'univers Marvel au début de son run sur Captain America, il y a maintenant au moins 5-6 ans, avec l'introduction du fait qu'en fait, Bucky avait été récupéré par les Russes, avait été lui aussi... avait vieilli beaucoup plus lentement sous l'effet de je ne sais quoi, avait été modifié envers un corps cybernétique. Non, son bras seulement. Son bras droit, gauche. Et c'était un agent des Russes, donc c'était devenu le Winter Soldier. Il avait perdu la mémoire. Ouais, il lui avait lavé le cerveau et c'était devenu un tueur ultra efficace. Voilà. Donc par la suite, il a ensuite réendossé le costume de Captain America. Après la mort de Captain America, les suites Civil War. Puis Captain America est revenu, ils ont partagé un peu le costume et pendant l'event Fear Itself, il est décédé. Mais bon, en fait, il n'était pas mort. C'est juste son bras qui avait été pété. Voilà. C'était nul, ça servait un peu à rien. Mais bon, donc, dans Winter Soldier, qui est donc sa première série à lui tout seul, ça prend une optique espionnage. Donc, il est accompagné de la Veuve Noire. Et ça prend une optique espionnage qui rappelle assez ce que fait Brubaker dans Incognito. Puisque, dans le premier numéro, déjà, ils affrontent... un gorille géant armé d'une mitraillette il y a très vite le Docteur Doom qui intervient, donc héros pulp par excellence je trouve dans l'univers Marvel. Oui, le gorille c'est Gorilla Man des Agents of Atlas ou pas? Non, c'est pas Gorilla Man. D'accord. C'est un autre gorille, il a un jetpack aussi.
Et il va y avoir le retour d'un personnage assez obscur qui a affronté les 4 Fantastiques, qui était un professeur qui a justement pas un exercice pendant la guerre froide et qui avait créé à base de singes génétiquement modifiés. C'est l'équivalent des 4 Fantastiques. C'était aussi un adversaire de Spider-Man, si je me trompe pas. Sérieux? Okay, ouais, je crois. Voilà. Il a un orang-outan, un chimpanzé, un Wistiti, un truc comme ça. J'ai oublié son nom, mais donc, ça ne demande pas de connaître bien tous ces personnages, hein, loin de là, mais c'est vachement orienté. Je trouve c'est un côté, un mélange entre du super-héroïque avec voilà, tout l'aspect, tout le background un peu guerre froide de Marvel. Il a eu de très bonnes notes, hein. Alors moi j'avais hésité à l'acheter, mais il a été très bien noté sur Comic Book Resources. Ouais. Bah moi j'ai pas hésité parce que c'est Ed Brubaker, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ed Brubaker généralement il fait du Captain America. Il a fait Captain America, il est aussi sur Captain America, ils ont remis au premier numéro. J'ai moins accroché, c'était pas mal, mais ça m'a pas. Moi, j'ai arrêté de la lire, mais. Mais en tout cas Brubaker de manière générale c'est quand même un type en il fait Fatal en ce moment, justement, il fait Fatal. Et voilà, il fait Fatal qui pèse un max. Il fait Incognito aussi de temps à autre, et il fait aussi Criminal. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que Brubaker fait bien son travail. Butch Guice qui a un style que je trouve ressemble assez à celui de Steve Hunting qui était sur les premiers numéros de Captain America avec Brubaker, donc dont je parlais il y a 5-6 ans, et qui a donc un style là assez ancré, ce qui lui fait ressembler à celui d'Hunting, parce que pour ce que j'ai vu de son style quand il est pas ancré par quand il est pas ancré par le même mec que sur cette série là, il a un style qui est quand même, je dirais pas européen, parce que là en fait il bosse sur des séries chez les Humanoïdes Associés. Il a eu 3 BD qui sont publiés chez les Humanoïdes Associés, donc qui sont Mandalay, Metal, et il a bossé alors sur un truc qui s'appelle Olympus, qui était scénarisé par Geoff Jones et qui est paru chez les Humano. Ça ne dit rien du tout. Qui est pas une traduction. Donc juste les Humanoïdes Associés, c'est une maison d'édition française qui a édité l'Incal. Ok, d'accord. Voilà, c'est la génération Métal Hurlant. Voilà, okay. C'est la maison d'édition historique qui a été fondée par Jean-Pierre Dionnet, si je dis pas. Exactement. Jean-Pierre Dionnet qui a travaillé avec Moebius d'ailleurs. Voilà, entre autres. Oui, enfin plus ou moins. Ouais. Et qui avait fait une émission qui s'appelait comment ça s'appelait pas Striptease, mais Ce soir chez vous. Et qui a réalisé Alien 4. Non, pas du tout, c'est Jean-Pierre Jeunet, ça. Oh, c'est pas bon. Est-ce que. Il y a un gros problème là. Attends, on avait fait des tests pour t'inclure dans Culture Breakdown. T'as triché en fait. Mais. Trop triché. Il est drôle, Alien 4. Bon, oui, c'est vrai que c'est le meilleur terme qu'on peut utiliser. Qui? Quoi? Alien 4, je pense que c'est le meilleur des qualificatifs qu'on peut donner parce que. C'est drôle, c'est bref. J'ai bien aimé Alien 4. Ouais, il est drôle. Arrêtez, le meilleur c'est le 3, alors faut pas déconner quoi. Et donc, on finit par l'enfant insecte. On finit par l'enfant insecte. Ah oui, l'enfant insecte. Alors, l'enfant insecte, ça vient d'être publié chez l'édition IMHO, dont j'avais déjà parlé, qui avait publié. My Humble Opinion. Exactement, qui avait déjà publié un truc vachement. Gore et rigolo. Xavier, tu t'en souviens encore? Oui. Il y avait des langues qui sortaient d'orifices. C'était vraiment. Alors c'était glauque, hein. Il y avait des vers solitaires qui sortaient, qui étaient un petit peu très drôle. Et là, ils publient, donc ils avaient déjà publié d'autres œuvres de cet auteur-là, en l'occurrence Le Panorama de l'Enfer, que je ne peux que recommander chaudement pour les amateurs d'histoire d'horreur. Qui est vraiment un monument du manga d'horreur. Et là, L'Enfant Insecte, donc de Hideshi Ino, c'est une histoire qui a été publiée en 75, qui est maintenant publiée en France. Et ce qu'il faut voir avec Hideshi Ino, alors petit élément biographique, ce type-là, donc il est revenu au Japon en 46 et après la guerre, et il a pris de plein fouet le Japon d'après-guerre, qui est très bien décrit par David Peace dans Tokyo Year Zero, c'est-à-dire un pays totalement démoralisé avec plus aucun repère, et ils avaient plus le droit d'avoir d'armée, ils avaient plus, enfin ils étaient surtout qu'ils venaient de subir quelque chose d'incroyable pour un pays, ils venaient recevoir 2 bombes nucléaires sur la gueule, quelque chose de non négligeable. Ils venaient surtout d'apprendre que la personne qui vénérait comme un dieu n'était pas un dieu, et en plus donc il y avait vraiment une perte de repères pour le Japon d'après-guerre, et Hideshi Ino en fait va décrire cette perte de repères, cette perte de morale dans des mangas qui sont très âpre, très gris, ça reprend vraiment aux tripes, ça se veut pas gore, mais c'est vraiment
dur. Ce qui est assez intéressant avec lui d'ailleurs, c'est que alors bon, d'une, c'est un type qui a eu pas mal d'influence par la suite. On retrouve dans son style des éléments de ce qu'a fait Gonagai, donc là, le créateur de Great Mazinger, qu'on a connu en France sous le nom de Goldorak, qui a fait un manga extrêmement dur et vachement malsain qui s'appelle Devilman, qui est sorti chez Dybex quand il faisait du manga et qui était pas terrible, enfin au niveau de l'édition, mais qui est vraiment un truc que j'espère, je croise les doigts que ça va être réédité parce que c'était fantastique. C'était super malsain, mais c'était vraiment génial. Et on retrouve aussi dans le style de Hideshi Ino ce que fait après Junji Ito dans Spiral et dans Tomie. Enfin, Junji Ito qui est le mec qui fait actuellement du manga d'horreur au Japon et qui est vraiment incroyable. Donc Hideshi Ino. Ah oui, et petite dernière touche qu'appréciera Xavier, qui a peut-être entendu parler de ses films. Il a réalisé un des Guinea Pig. Ça te dit rien ? Pour moi, Guinea Pig, c'est le nom d'Ulrich dans La Marque Jaune. Ok, non, alors Guinea Pig, en fait, c'est une série de films qui n'a aucun lien entre eux, mais qui étaient des films qu'on... Enfin, le premier, en fait, c'est... Il n'y a pas d'histoire, c'est juste une femme qui se fait choper dans la rue, qui se fait tabasser dans une pièce pendant 45 minutes. Et en fait, c'était tellement réaliste que, pour l'anecdote, Charlie Sheen l'a vu dans une soirée en mode genre oh regarde un film trop tendancieux, et en fait il a tellement cru que c'était du vrai en fait qu'il a prévenu le FBI qui a enquêté, et le FBI a dû aller au Japon et demander au type genre mais vous avez fait un snuff, et les mecs genre Charlie Sheen quoi. En même temps c'est Charlie Sheen, ouais mais c'était avant qu'il pète un câble. Winning 2. Pourquoi est-ce que ça plairait à Xavier ce genre de film? Parce qu'il a pas pourquoi parler des alors attendez, je peux vous raconter une anecdote vite fait. Ouais. J'ai parlé il y a longtemps avec un mec que je fréquente plus d'Irréversible, et je lui ai dit t'as aimé Irréversible? Il m'a dit ouais j'ai adoré, et moi je l'ai vu en entier Irréversible. Irréversible c'est ce film dans lequel on voit Monica Bellucci se faire violer pendant 30 minutes, c'est vraiment dur, et il m'a dit ah non mais j'ai pas vu la scène de viol. Voilà, il avait aimé un film qu'il n'avait pas vu en entier et qu'il n'avait pas vu l'élément le plus perturbateur. Scandale. Ouais, je trouve ça limite. Et donc, en gros, le film là dont tu me parles, Guinea Pig, ça tient quand une femme qui se fait battre pendant 45 minutes. Ouais. D'accord. C'est quel est l'intérêt du truc? La réputation de ce genre de film. Non, je suis pas certain moi. Les sons utilisés pour les os brisés sont partis très réalistes. Donc ça fait partie des trucs très ça difficiles au cinéma japonais. Hein. C'est pas des trucs que je recommande du tout. Je l'ai pas vu, je vais pas les voir. Hein, ça existe. Bref, toujours est-il que L'Enfant Insecte de Hideshi Ino, ça reprend exactement le même début que La Métamorphose de Franz Kafka, c'est-à-dire un jeune, enfin là en l'occurrence c'est un jeune garçon qui est bon, dans Kafka on le décrit pas, mais là qui est rejeté, qui a un visage un peu laid. Et alors tu vas dire le contraire, Xavier? Dans La Métamorphose de Kafka, il n'y a pas de description de son physique avant la métamorphose. Mais en gros, quand ils le décrivent, ils montrent qu'il est pas très beau quoi. En même temps, c'est un cloporte. Bah, du coup, ça se retrouve dans L'Enfant Insecte, et donc il va se transformer en monstre, enfin en espèce de verre. Et là par contre l'histoire va partir dans une autre direction, c'est à dire qu'on va suivre ce gamin qui était rejeté, qui va apprendre à découvrir son corps et à vivre dans sa condition plutôt étrange, à vivre dans les égouts. C'est plutôt, en fait c'est assez étrange parce que on est à la fois dans un sentiment où on sent une certaine empathie pour le personnage du gamin, puisque c'est un gamin qui a été rejeté et qui va se retrouver dans une situation incroyable, et par la suite sa transformation finalement je dirais elle est assez logique en fait du fait de son rejet. Et Geoffroy, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je veux juste savoir si on pouvait faire une comparaison avec District 9. Non, c'est... Ouais, je vois ce que tu veux dire en fait. Au départ, je voyais pas trop. Mais ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Pas exactement. Pas vraiment, puisque dans District 9, il vit pas. Il réagit, hein. Il réagit au monde. Oui. Donc là, il y a aussi ça justement. Il va réagir au monde, et c'est assez. En fait, c'est vraiment une histoire très touchante, et à la fois. C'est de l'horreur, mais c'est pas de l'horreur comme dont on parlait avec le film de la Hammer, avec des jumpscares. C'est le malaise. Le Panorama de l'enfer était pour moi beaucoup plus efficace sur ça, hein. Je ne peux que recommander le Panorama de l'enfer, mais l'intérêt de L'Enfant Insecte, c'est que c'est beaucoup plus touchant, alors que le Panorama de l'enfer provoquait beaucoup de dégoût et était surtout marquant aussi pour la fin, qui était juste un grand moment de brisage violent du quatrième mur, comme on en a vu rarement dans la bande dessinée. Quelque chose de vraiment très très fort. Et là il n'y a pas ce genre d'expérimentation, mais vous êtes face à quelque chose de vraiment unique. Et même si le dessin est très marqué par le style des années 60, avec un côté très Tezuka, voire Mizuki, donc avec des personnages très ronds, les yeux très ronds,
C'est un style qui communique beaucoup d'émotions et je trouve, moi, ça me met à l'amende tellement de mecs qui font du dessin genre stylisé avec genre je te soigne les yeux, genre allez vous faire foutre les gars. Les mecs, ce type là il a un style vraiment âpre et qui te prend aux tripes. T'entends ? Et ça je ne recommande ça pèse que, mec très fort. Et le prochain numéro je chroniquerai donc la nouvelle publication d'IMHO, donc qui est le nouveau manga du mec que j'avais chroniqué les mecs, on a fait 2 mangas aujourd'hui, on a rempli nos quotas pour 4 mois au moins. Non et ça, oh la ça vache. Oh le sinophobe. T'as un problème avec le Japon, c'est ça? Le sinophobe? Ouais. C'est pour n'aime pas le Japon. C'est pas les Chinois? Sinophobe? Je sais pas. Ça, il a marqué un point. Je crois que je gagne. Je suis désolé. Putain, merde. On passe aux séries, vite, on passe aux séries. I don't watch TV. Yeah, but you are aware that there's an invention called television, and on this invention they show shows, right? Yeah. Well, the way they pick TV shows is they make one show. That show's called a pilot. Then they show that one show to the people who pick shows, and on the strength of that one show, they decide if they want to make more shows. Some get chosen and become television programs. Some don't. Become nothing. She starred in one of the ones that became nothing. Le mec, vous gangbangez la gueule sauvage. Gangbang malsain sur le visage de Geoffroy Husson. Ça pourrait faire un super titre pour Al Capote. Gangbang sur Geoffroy Husson. Al Capote 2, le gangbang sauvage sur la langue de Geoffroy Husson. Je l'aurais bien mis en titre en fait, mais j'ai peur que ça nuise à mon référencement sur internet. Non mais mec, ta réputation est pourrie, enfin, le Figaro quoi. Enfoiré. Difficile. Alors pour nos chers auditeurs, j'ai essayé le mixte Bad Jack et Jack Daniels, c'est immonde. C'est vrai. Les nouveaux Orangina, ils sont vraiment mauvais quoi. Moi j'aime bien aux fruits rouges. Je comprends pourquoi il en a 100 litres. Je sais pas ce que je vais faire avec mon gobelet maintenant. Allez, on est parti. Alors, évidemment tu garderas tout ça au montage, je suis sûr, te connaissant. Donc ce soir nous allons parler de 2 séries. Une qui est adorée par au moins 2 personnes ici, qui est vénérée, à savoir An Idiot Abroad, Season 2. Carl Pilkington for the win. With Carl Pilkington, Stephen Merchant et Ricky Gervais. Vous avez déjà parlé parle de Comic Book Man d'abord, j'aimerais avoir plus de temps pour parler de... Alors Comic Book Man, c'est une série qui est produite par AMC, qui est diffusée après Walking Dead. Et en gros, ça suit les vendeurs de la boutique de comics créée par Kevin Smith, qui est... Où est-ce qu'elle est basée? À Red Bank, dans le New Jersey. Oh putain, le New Jersey. Bah ouais, Kevin Smith en même temps. Et c'est New pas. Jersey, quand même. C'est ouais, c'est. Bref, désolé pour le New non, Jersey. Non, mais t'as raison. C'est pas très bon, c'est pas très intéressant. Tu vois des nerds s'exciter sur des planches à haute valeur artistique. Hein. Ils ont des jolis trucs qui passent entre leurs mains. Du Steve Buscema, John Buscema. John Buscema. Ouais. Buscema, j'ai Steve Bellucci, Buscemi, Bellucci, n'importe quoi. Allez. C'est l'alcool. Et donc c'est pas très intéressant, c'est pas très palpitant. Ils s'en prennent toujours au chinois de service, oui. Juste, est-ce que l'intérêt de la série pour Kevin Smith, qui est revendeur de comics, justement, c'est pas d'essayer de réhabiliter. Non, laisse-moi finir. C'est pas de réhabiliter justement les comic book stores aux États-Unis pour lutter. Alors justement, je vais expliquer le truc. En gros, c'est un reality show. On ne voit Kevin Smith a créé un regroupement de podcasts qui s'appelle Smodcast. Et dans ce regroupement de podcasts, il a ses potes donc du comic book store qui ont un podcast. Et ce podcast s'intitule I Sell Comic Books. Il n'est pas top, mais il peut être intéressant si vous vous intéressez à l'industrie, ce genre de choses. Et en gros, il est moins bien que nous au niveau comics. Comment ? On est meilleur que lui. Ah oui, non, enfin... Oui, il parle pas vraiment de comics, il parle de l'industrie du comics. C'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Faudra qu'on invite Kevin Smith un jour. Oui, bien sûr. Nous écoute. Non, mais il n'y a pas Kevin Smith dans ce podcast. Et en gros, ça alterne entre les moments dans la boutique avec des gens qui viennent acheter ou qui viennent vendre leurs trucs sans Kevin Smith et des moments avec Kevin Smith où tu les vois autour de micro. Et ces trucs ont été tournés il y a longtemps, donc je pense qu'ils n'ont pas pu attendre le feedback pour remodeler les épisodes. Pour moi, ça me semble, c'est peut-être possible. Au final, tu peux avoir plusieurs centaines d'heures de rush et le monter comme tu veux. Oui, c'est certain, certainement. Et grosso modo, chaque épisode commence par les gars autour de la table avec leur micro, ils parlent d'un sujet ou d'un autre.
Et généralement, il y a un fil rouge, une mission qu'ils vont se donner. Par exemple, il y en a un où il y a un épisode où tout pompé sur l'agence Twig. Le boss du comic book shop, qui est donc un des vendeurs, va dire voilà, on a tout ça d'invendu. Maintenant, vous allez aller au plus grand marché opus du coin et vous avez pour obligation de tout vendre. Celui qui aura vendu le plus de choses aura un jour de congé. Et en gros, ça va être le fil rouge pendant tout l'épisode. Et entre chaque moment de ce fil rouge, vous aurez des gens qui viennent vendre leur collection de comics, qui viennent vendre des planches très rares. Parfois c'est très drôle, parfois c'est vraiment pas intéressant, parfois il y a toujours ma fibre nerd qui est là et qui dit oh la vache, la collection entière des Final Crisis. Bon, évidemment là je suis content de voir qu'il y a des gens qui ont encore ça et je suis un peu triste qu'ils les vendent. En même temps il va s'acheter une caméra le monsieur, alors c'est normal. Surtout t'es un peu triste que ça soit si loin et que tu puisses pas les acheter toi. Non, le problème je pense que ça tient surtout aux personnalités, on verra ça après. Papa, on verra, ça tient surtout aux personnalités des marchands. Il y en a un particulièrement qui est pas vraiment un des vendeurs, mais qui est un mec qui s'incruste dans le truc et qui est pas très intéressant. Il ne fait que vanner, il a aucune connaissance en comics, il n'a pas un grand intérêt, il ne fait que troller les personnes qui sont là. Alors, évidemment, c'est bien de voir des passionnés, mais quand c'est des passionnés qui n'ont véritablement que ça dans leur vie, c'est un peu dur. Et moi, j'ai du mal à m'identifier des gens comme ça qui n'ont pas de vie. Ah bon c'est pas inintéressant, mais pour moi, c'est vraiment trop nerd-centré. C'est-à-dire que, évidemment, je pense que ça va pas donner une meilleure image des comic book shops aux gens. Les gens vont se dire ah ouais, c'est vraiment un truc de nerd, c'est vraiment des gens pas accessibles dedans. Non mais pour les gens qui téléchargent, qui piratent leurs comics, ça se fait de plus en plus. Mais ces gens-là sont des enfoirés déjà. Oui, non mais là on est d'accord. Mais est-ce que c'est pas ce public-là qui cherche à toucher de montrer qu'il y a une vie sociale à l'intérieur du comic book store et qu'on peut en discuter, enfin qu'on peut discuter avec des gens passionnés, qu'on est même sans peut-être que si, mais en même temps il y a tellement parfois une mauvaise ambiance avec les mecs qui vendent. Il y a toujours le même connard qui va en permanence, les gens qui viennent, qui créent un peu une ambiance pourrie. Non, je vois très bien de qui tu parles. C'est un peu... Je vois pas de qui tu parles, moi. Oui, Mathieu. De ce que j'ai vu de High Fidelity avec John Cusack, ça me faisait un peu penser à ça, en sachant que High Fidelity, c'est un film sur c'est l'adaptation d'un roman d'ailleurs, sur le monde un vendeur de vinyle. Ouais, voilà. Et j'ai l'impression que c'est exactement la même dynamique. C'est à peu près ça. Sauf que là, c'est de la fiction, quoi, High Fidelity. Oui, enfin, sauf que en fait, ça s'inspire beaucoup de la réalité. En fait, là, c'est de la réalité écrite, c'est de la réalité scriptée. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont fait des appels à des gens qui sont venus et ils ont dit voilà, bah moi j'aimerais vendre ça, j'aimerais vendre ça. En fait, c'est pas la vraie réalité. Après, et ça, c'est joué aussi. Non, mais c'est comme tout. Ça doit être la réalité. Les réalités chaudes, c'est scripté. Ah oui, non, mais je sais bien. Ça doit être la réalité. Après, les rushs, t'en fais ce que t'en veux, quoi. Le problème, c'est que je trouve que c'est encore trop cliché. Et je pense que tous les gens qui se disent oh ouais je suis geek trop fort en France, ils vont pas accepter ça, ils vont pas trouver ça drôle parce que ça monte pas non plus. Mais c'est pour le public américain, je suis pas sûr que ça soit diffusé en France. Et non, ça sera jamais diffusé en France. Comme on en parle, voilà. Mais voilà, je veux dire on en parle à des gens qui aiment les comics. Mais oui, d'accord, certes, je dis pas ce que je veux dire c'est que c'est pas le même comic book shop qu'on voit dans Big Bang Theory. C'est pas cette caricature-là. C'est des gens qui sont, quand je disais tout à l'heure qu'ils ont rien d'autre dans leur vie, on voit quand même qu'ils sont des femmes, des enfants, on comprend, ils le sous-entendent. Donc c'est des vrais gens. C'est pas genre le nerd asocial qui fébrilement va voir tous les back issues pour voir s'il ne manque pas un numéro, même si c'est la 50e fois qu'il regarde. Non, là c'est vraiment intéressant dans un sens où on voit la vraie vie d'un comic book store. Mais parfois c'est trop caricatural, parfois ça tourne trop en rond. Vous deux, vous vous rendez souvent, que ce soit à Pulps ou à Arkham, est-ce que vous retrouvez un peu cette ambiance-là ou... Bah, je sais pas, moi quand je vais chez Pulps, généralement j'arrive avec de la musique dans les oreilles, mais j'enlève le casque après parce qu'il passe de la bonne musique, et les gens sont sympas, je parle avec eux. Donc c'est cool, et je suis pas frénétique des baggy shoes. Par exemple, tout à l'heure, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il me manque un numéro de New Mutants. Alors j'ai cherché frénétiquement, et heureusement il était là. Moi, généralement, je prends mes abonnements, je parle vite fait avec la vendeuse, qui est très gentille au demeurant, et puis après je m'en vais, parce que j'ai pas grand chose à faire là, et puis ils sont occupés ces gens-là. Ils ont tout à reclasser tout le temps. Mais vous discutez pas. Enfin, moi, je vois l'équivalent parce que je n'achète pas de comics dans les comic book stores. Je les achète chez Album ou à la Fnac. Enfin, bref. D'ailleurs, l'album chez qui t'allais est fermé. Oui, j'ai vu ça. Je suis très triste. Moi, l'équivalent, c'est. On parlait de Warhammer tout à l'heure, c'est Games Workshop où j'y allais pour acheter des figurines et aussi pour discuter avec les tenants. Mais alors, chez les Games, mais moi aussi, quand j'avais des Warhammer, c'est la même chose. Mais là, il y a un hobby avec Games Workshop
avec tout ce qui est Warhammer, même confrontation avec tout ce qui était Arkham, quand ça existait encore. Je crois que ça a arrêté, mais je suis pas sûr. On en parlera, ouais. Mais... Il y avait un hobby, donc dire tu utilises tel lavis, tu utilises tel glu, tu utilises telle brosse pour brosser. Il y avait vraiment un truc. T'as des gens qui sont passionnés par enfin moi je sais que ce qui m'intéresse le plus ce qui m'intéressait le plus c'était la mythologie de cet univers-là, et je discutais de la mythologie comme certains, comme toi t'aimes bien discuter de est-ce que Superman peut avoir des relations avec Lois Clark. Lois Clark, d'accord. Lois Lane. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Non. Là, on voit pas vraiment la vie du comic book store. On voit des gens qui viennent, on voit pas, par exemple, des jeunes qui regardent les Lucky Shoes. Uniquement du marché, quoi. C'est ça, c'est simplement les acquisitions d'objets de collection, les reventes. Donc c'est la vie du comic book shop en quelque sorte, mais c'est pas non plus le jeune garçon qui demande tiens, est-ce que vous aurez la Back Issues numéro 37 de New Mutants ? Ouais, enfin, la vie d'un comic book store, je trouve que c'est vraiment de faire de. Bah là, c'est une librairie, tu vas aussi pas trouver la nouveauté, mais aussi parce qu'il y a une expertise, et pas une expertise économique sur la valeur d'un produit, mais sur la qualité. Enfin, moi, quand tu parlais de ce que tu disais sur. Enfin, comment ça se passe quand tu vas chez Pulps. Quand je vais chez Arkham, j'y reste pour parler. Je parle de musique avec les deux Philippe, mais je parle surtout aussi de BD, quoi. Et genre, qu'est-ce qui est sorti, est-ce que t'as lu tel truc. Oui, mais toi t'es presque ami avec eux, tu les connais depuis très longtemps. Enfin, je peux pas dire que je suis super proche d'eux, je les fréquente depuis longtemps, mais ceci dit, je les considère. Quand je suis là-bas, je viens aussi pour leur expertise de libraire. C'est pas juste parce qu'ils sont super cool et que je les aime beaucoup. Peut-être moins ça chez Pulps, mais... Pour moi, c'est des mecs qui vont me recommander des choses. Et c'est vrai que s'il n'y a pas ça de montrer, le côté genre, qu'est-ce que tu aimes, Enfin, j'ai une amie qui m'a offert quelque chose pour mon anniversaire. Elle est allée chez eux, elle a demandé genre, vous auriez quelque chose avec des tentacules ou genre qui se passe sous la mer. Et ils lui ont cherché un truc... Ils lui ont trouvé un machin que j'avais jamais entendu parler, qu'ils avaient dans le magasin, ça s'appelle Fish Police d'ailleurs. Elle a pas dit est-ce que vous connaissez Mathieu Lebrun ? Non, elle a pas fait ça, elle a juste demandé genre je veux ça, et ils l'ont cherché. C'est des libraires, tu leur demandes genre du conseil, boulot, voilà. C'est pas ce qu'ils montrent dans... c'est ça, tu vois. Du coup, je comprends que tu sois un peu déçu. Voilà. C'est pas ce qu'ils montrent dans Comic Book Man. Dans Comic Book Man, genre le mec il vient avec sa planche du Silver Surfer dessinée par John Buscema et le mec dit c'est très rare, moi je donnerais $20,000 pour ça. Enfin, je dis n'importe quoi pour les prix. D'accord, non, voilà, c'est l'expertise. Les seuls moments un peu nerd comme ça, c'est l'expertise. Ouais, enfin, dans ce cas-là, autant aller à Drouot, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu ce qui m'a dérangé. Donc si vous voulez voir un peu ce que ça peut ressembler, regardez, c'est pas méchant, c'est intéressant quand même. Puis il y a un match de hockey avec Kevin Smith dans les buts, mais... C'est quoi, c'est 1 heure, 20 minutes ? C'est 50 minutes. 50 minutes, ok. On passe à la suite ? Ouais, qui fait 45 minutes pour ce dont je vais parler, puisque ça s'appelle An Idiot Abroad, on avait déjà parlé, mais là c'était la saison 2, avec donc toujours Stephen Merchant, avec toujours Ricky Gervais, et toujours avec Carl Motherfucking Pilkington, l'ethnocentrisme britannique incarné. C'est diffusé par Sky et ça oscille toujours entre la comédie et le documentaire, puisque on envoie Carl à travers le monde se confronter à différentes cultures. Là en l'occurrence c'est l'excuse pour balancer Carl dans différentes situations, voire même d'un avion, enfin bref. Parce que dans la saison 1, faut rappeler qu'il voit les 7 merveilles du monde en fait. Voilà. C'est ça le concept. Et puis là c'est quoi le concept ? Le concept c'est de faire des choses que la plupart des gens ont envie de faire avant de mourir. D'accord. Et donc du coup la plupart des gens voilà, genre à partir d'un sondage, genre la plupart des gens veulent faire ça, et donc ils choisissent sur la liste genre ça je veux bien faire parce qu'il faut le motiver à mort pour faire qu'il fasse quoi que ce soit et sortir de chez lui. Donc il choisit des choses dans la liste, et bien sûr sur le chemin Ricky Gervais et Stephen Merchant vont lui organiser d'autres choses pour le pousser dans ses retranchements. Est-ce qu'il est au courant au courant. Non mais est-ce qu'il est au courant du show, enfin de ce que c'est que cette émission? Oui, bien sûr, il est au courant, voilà, il est payé pour ça, il sait que ça s'appelle Idiot Abroad. D'accord. Mais ce qui se passe en fait, comment ça va se dérouler? Il sait que le but final, il l'a choisi, ça va être ça. Mais entre temps, ils lui font parcourir par d'autres choses. Il sait qu'il va passer pour un con, donc. Mais je suis pas sûr qu'il le sait pas, je pense. Il passe vraiment. Pour lui, je pense pas qu'il passe pour un con. Sinon, il le ferait pas. Parce que ses réactions sont toujours pour elle extrêmement raisonnables. Et dans une certaine mesure, elles le sont, mais il a une logique et une attitude. Oui, qui n'est pas la nôtre. Et puis surtout, enfin, voilà, c'est un type qui veut rester un peu dans son coin et qui vont pas le rendre en bête. Alors c'est que là, politiquement correct par excellence. Un petit peu, c'est-à-dire que Ricky Gervais et Merchant, mais particulièrement Gervais, je trouve, c'est un petit peu comme
un type qui tiendrait un gros bâton et qui pousserait Carl Pilkington dans genre allez, tu vas faire ça. D'ailleurs, Rick Gervais dit c'est la blague qui va me coûter le plus cher, c'est la blague qui va coûter le plus cher au monde. Practical joke and I've got the power of sky behind me. Je me demande comment ils arrivent à le rentabiliser ce truc là parce que concrètement ils sont obligés de lui payer des nuits d'hôtel, des billets d'avion, des sauts dans le vide, des trucs. Les rencontres. En même temps, derrière ça, tu vas avoir 2 caméramans et 2 preneurs de son. Sûr, mais quand même, attends, ça coûte la peau du cul pour faire. Parce que je sais pas s'il y a vraiment une grosse audience. Je pense que c'est vu par le 11, que sinon on le financerait pas. Ça coûte quand même pas mal assez cher. Il y a l'hôtel, les voyages, et puis les rencontres, parce qu'il faut planifier tout ça. Enfin, vous imaginez même pas, je me souviens pas trop comment c'était exactement dans la première saison, s'il voyait rencontrer beaucoup de gens qui lui présentaient différentes choses. Oui. Mais là, dans la deuxième saison, voilà, il rencontre des tonnes de monde, quoi. Il va être face à des requins, il va aller voir des gorilles, donc avec des mecs qui l'accompagnent. Puis alors, franchement, les noms des caméramans sont pas mis sont pas mis en avant, mais alors les caméramans, bravo, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Ils partent dans des situations tellement pas possibles. Au moment où ils sont en chien de traîneau. Ça vaut Man vs Wild. Ah, j'y pensais justement. J'y pensais vraiment. Non, il s'est fait virer, le pauvre. Ah bon? Bah ouais, c'est viré. Ça s'arrête, man. Ah merde. Putain. Ça a pas été. Alors le mec, moi je le connais pas, mais sur Twitter il a dit, vous inquiétez pas, je vais revenir très rapidement pour boire ma pisse. C'est tellement génial. Nom de Dieu. Mais non, c'est pas ce genre d'extrême, même s'ils lui font faire des trucs qui sont voilà. Non, mais je veux dire au niveau des caméramans, parce que là les caméramans dans Man vs Wild, enfin on voit, j'ai oublié son nom, mais il participe aussi, quoi. Là il participe un petit peu, il discute avec Carl parce que voilà, faut l'interroger pour lui dire genre qu'est-ce que t'en penses, genre pourquoi ça va pas, et recueillir ses expressions, ses impressions, surtout quand on lui demande de se déguiser dans des costumes typiques, quand on lui demande de faire du sumo, quand on lui demande d'aller tirer sur des charges explosives dans le désert américain, sur la route 66, enfin. Il fait tellement de choses complètement folles que d'un côté on se dit genre mais putain moi j'aimerais trop faire ça, et puis des moments c'est genre ouais non en fait je comprends que tu fasses la gueule là parce que c'est juste pas possible. Non, enfin je veux rien spoiler, mais alors ceci dit il y a un très très bon passage que vous trouvez dans le trailer et en fait qui est pas dans la série, c'est quand il va en Chine dans un comment dire. C'est vous voyez, pas comme Disneyland, enfin c'est un peu comme Disneyland mais juste avec genre comme le It's a Wonderful World de Disneyland mais avec des nains. D'accord. Et son impression, mais des vrais nains vivants. Oui, des vrais nains, et son impression sur ça est juste incroyable. Enfin, on voit l'extrait dans le trailer, ça est fantastique. C'est un moment superbe de mon Dieu, ce type ne pense pas comme moi, c'est fantastique. C'est quoi sa phrase déjà? Parce que. De quoi? Par rapport à ça? Ouais. Non, c'est pas on le voit dans le trailer, mais. Oui, on le voit dans le trailer, mais je crois qu'on l'a mis sur le Tumblr d'ailleurs. En gros, il commence à élaborer sur le fait que, genre, mais en fait, être un nain, c'est l'avenir, parce qu'on prend moins de place. Voilà, c'est. Apple aurait d'y penser. Hein. Voilà, un peu comme voilà, en Chine, il y a plein de monde, donc là, en fait, tu prends moins de place, tu profites plus de l'espace. En fait, on devrait tous être des nains. Being a dwarf. Et juste genre pas vraiment. Et on dit pas dwarf en plus, bon. Ça se dit pas télévision dwarf. Oui, bah non mais voilà. J'ai du mal à voir si ce mec est un Hoax complet ou s'il est vraiment comme ça. Ce mec est vrai. Non, ce mec est totalement vrai. Il y a des choses, on sent que par moment, voilà, il sort des blagues. Il est drôle, c'est d'ailleurs pour ça qu'il traîne avec Gervais, parce que sinon ça serait pas possible. mais enfin, Gervais c'est quand même un gros bâtard, je trouve. Ah oui, c'est un bel enfoiré avec Gervais. En rire, à chaque fois qu'il rigole, t'es obligé de rigoler, quoi. Ah oui, non, il est très communicatif. J'aurais un pote comme ça. Ah bah t'aurais des journées incroyables. Ouais, certainement, mais je me dirais que il est insupportable. Dans le dernier numéro, ils lui font faire un truc et il l'espionnent avec une caméra. Enfin, je vous laisserai découvrir ça. C'est juste un grand moment. Enfin, avec Laura, avec ma copine, on était devant devant l'écran, on se dire genre oh putain les cons, oh les enfoirés, oh c'était vraiment un pur moment de what the fuck are you doing kids. C'était juste dingue. Donc je recommande fortement cette saison. Il y a Swan qui a des images, là on le voit déguisé en femme. Avant de nager avec des dauphins, je sais pas. Alors il nage aussi avec des dauphins. Non, il est censé nager avec des dauphins à un moment, bref.
Toujours est-il que donc cette saison 2 qui dit 8 épisodes de 45 minutes, elle se regarde comme on boit du petit lait. J'ai cru que pendant à peu près toute la série que les épisodes duraient 20 minutes. C'est dire à quel point ça passe très très bien. Et c'est très drôle, on voit beaucoup de paysages, ça n'a absolument aucune valeur éducative, mais on voit plein de choses très originales et très différentes. Et on rigole bien. Alors par contre, les DVD anglais sont sortis sans sous-titres, donc faut un petit peu se débrouiller, mais je pense qu'il y a des sous-titres disponibles sur le net si vous voulez pas les en français, chercher. J'ai pas trouvé. Pas en français. Enfin moi j'ai regardé que la saison 1, donc il y en a en anglais. Je sais pas trop, ils vont peut-être, j'ai cru comprendre qu'il y a peut-être à avoir une 3ème saison, on verra. Mais quel sera le concept? Oui, et je sais pas du tout comment ils ont réussi à trouver une excuse pour leur envoyer à travers le monde, parce que doit en avoir trop marre, quoi. Merci Mathieu, c'était vraiment, je pense que ça m'a vraiment donné envie de le voir. Moi aussi complètement. Et merci à vous tous pour cet épisode fabuleux. On vous rappelle très rapidement Milani Miyazaki le 31 mars et la nuit Retro Gaming le 28 avril. Pas la nuit Warhammer. Non, pas du tout. Wargames. Très, très rapidement, un dossier Warhammer. Qui sera d'ailleurs Alors, nuit Miyazaki, moi je n'y serai pas. Moi j'y serai. Swan peut-être. Et Mathieu. Je pense pas. D'accord. Nuit Wargames, oui, nuit Retro Gaming. Ça te réussit pas, Jack. Non, pas du tout. Surtout le Jack mixé avec le Bad Jack. La nuit Retro Gaming, je pense que j'y serai rien que pour jouer à Street Fighter 2 sur. Peut-être s'il y a une borne Neo Geo, je jouerai à. Quoi non, mais c'est chez mon voisin. Ah oui. Non, c'est vrai que j'ai un voisin qui avait une bande Neo Geo et le mec est mort et du coup t'as pas pu la voler. Non, c'est une blague, il est pas mort, il est parti, c'est tout. D'accord. Et j'ai demandé si je pouvais la prendre, il m'a dit non. Et j'étais très triste et voilà, donc en gros, on remercie nos partenaires, Pod Radio, Rennes TV, La Fille du Rock, Freepod et il m'en manque un, je pense. Je pense pas qu'il t'en manque. Reviewer.fr, on les aime, on les embrasse, des bisous partout évidemment. Et sinon, notez-nous sur iTunes. Il n'y a pas beaucoup de notes dernièrement sur iTunes. Non, il n'y en a pas énormément. Pas beaucoup d'épisodes non plus. Pas beaucoup d'épisodes. Ah, Swan, on va essayer de vous balancer. Peut-être que vous aurez cet épisode avant celui avec Michael Huddleston. Non, on va balancer d'abord Michael Huddleston et ensuite celui-là, quitte à ce qu'il ait un peu de retard. Ça va être en fait au niveau de la continuité des chroniques, on va être très on va avoir un peu de retard, mais c'est pas grave, Michael Huddleston ça vaut le coup. Donc laissez-nous un petit commentaire, un petit bisou. Lâche ton com, mec. Lâche ton com. Et du coup, je crois qu'on en a terminé pour cette c'est ça. Mais alors tout à l'heure, j'ai réalisé que ça fait déjà plus d'1 an qu'on le faisait. J'ai réalisé tout à l'heure. Je me dis que quand même des conneries on en a donné en 1 an. On vous embrasse, on vous remercie pour votre soutien et votre accueil. Enfin, chez vous, puisqu'on vient chez vous par la voix de Sonore. On vient dans votre métro. Dans votre oreille surtout. On viole votre oreille et votre tympan et votre marteau. Bref, on vous embrasse. Merci à tous pour votre attention et votre soutien. À la prochaine. Ciao. Ciao. Bye. Coucou. Vous allez écouter un morceau du groupe de Mathieu, Armevra. Fait péter les comme STP.